Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, bah, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Lorient. Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient. Wesley. Avec deux Lorientais absolument seuls. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Maxi Douaris. Le voilà, le ballon derrière Maxi Douaris face à Tchalik qui va retrouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. On sort avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la Taverne. Le FC Lorient est top of the league, champion d'automne. Ce mot est-il galvaudé? On en parlera avec Pierrot qui est contre le terme champion d'automne à la fin de l'automne. Tout un programme. On disait que le FC Lorient était incapable de saisir les opportunités. Et là, face au PFC, premier de Ligue 2, ça a été une masterclass du FCL qui a pris la tête avant la trêve hivernale. Épisode spécial fin d'année. On va revenir évidemment sur ce match. On va parler de la mi-saison, puisqu'on est presque à la mi-saison. On va faire un petit bilan de la phase aller. On va parler de ce qui peut se passer dans la deuxième partie de saison. On reviendra sur l'année 2024. Bref, un programme alléchant en compagnie de l'équipe de la Taverne, en commençant par Pierrot. Salut mon Pierrot. Salut. Donc tu n'es pas team champion d'automne? Non. Parce que la définition de champion d'automne, c'est être champion à la fin de la phase aller. Et il nous reste un tout petit match à jouer en janvier. Raph, bonsoir. Est-ce que tu es team champion d'automne? Bon, on sera champion automne-hiver, voilà, d'après notre président. Non, mais on est champion d'automne, ça va, pour un match près, on peut se donner ce trophée, et ça va, voilà. Lucas est également présent. Salut Lucas, tu es team champion Salut, d'automne ou pas champion d'automne? Je dirais oui, parce que ça nous arrange, donc j'ai envie de dire oui. Et moi je suis team champion d'automne parce que c'est la fin de l'automne. Donc on est champion à la date de la fin de l'automne. Donc on est champion d'automne. Mais après, est-ce que c'est bien là le plus important? Censure ou destitution du coup du président là, parce que ça fait beaucoup. Ah non, notre président on le respecte. Ok. Oui. On peut pas destituer notre président à nous. Ça veut dire qu'il y a un autre qui doit recevoir tous les courriers à la maison. Ça fait... Bon. Le FC Lorient est donc leader de Ligue 2 après une belle victoire face au Paris FC ce week-end. Raph, dans un match qui nous a, pour citer un grand philosophe du football parti trop tôt, régalé la chic. Ouais, bien sympa. En tout cas, je trouve que c'était un beau match de foot, belle ambiance, etc. Et globalement, sur beaucoup d'éléments du jeu, à part peut-être les 10 premières minutes, où j'ai senti le FCL un petit peu en délicatesse derrière. On a bien verrouillé l'arrière-garde. Vogo nous sort quasiment un match parfait. Au milieu de terrain, c'était verrouillé de chez verrouillé et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et devant, on a eu beaucoup d'occasions. On a manqué de précision pour aller beaucoup plus loin parce que je pense qu'il y a peut-être moyen d'en mettre nettement plus. On reviendra sur ce point-là. Chose intéressante, c'est que le FCL réitère sur une chose qu'il a peu l'habitude de faire cette saison, c'est de concéder la possession pour mieux contrer et gagner les rencontres. Donc c'est déjà arrivé à domicile d'ailleurs, c'est déjà arrivé à l'extérieur, mais on a lâché le ballon au Paris FC. J'ai trouvé que c'était assez abouti, il y avait assez peu de déchets, très agressif à la récupération, et moi ce qui m'a choqué le plus, en tout cas marqué le plus, c'est vraiment notre supériorité au milieu de terrain.
dans l'abattage, dans l'activité, etc. Et donc match plein là-dessus. Non, hyper satisfaisant. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est comme le penalty à la fin qui vient conclure tous nos espoirs. Et puis sur le plan comptable, ça y est, on accroche la première place. Donc est-ce qu'on arrivera à garder cette petite avantage mais ouais, footballistiquement parlant, en tout cas, c'était bien sympa de regarder ça. Lucas, c'était ton premier match au Moustoir de la saison ou un de tes premiers ? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai un peu réduit le rythme cette année. Et voilà, un match hyper agréable. Moi, ce que j'aimerais rajouter par rapport à Raph, c'est vraiment aussi les sorties de balles, une fluidité vraiment qu'on voit qui progresse de match en match. Et là, franchement, et même un surnombre, en fait, sur certains contres. On y a des fois 4-5 joueurs qui se projetaient. C'était assez fou. Quand il y a un joueur qui fixait, en fait, il avait des possibilités à gauche et à droite. Donc, il y avait pas mal de dépassements de fonction au milieu de terrain. Des latéraux qui ont énormément apporté aussi. Donc là, c'est hyper agréable. On n'a pas abordé ce match avec la peur. On est en confiance à domicile. On a tout gagné à domicile. Donc ça, c'est super intéressant. Et voilà, des joueurs aussi qui se révèlent. Je pense à Pagis, qui a marqué son premier but en Ligue 2 la semaine dernière et qui fait un match hyper intéressant. On le sent vraiment beaucoup plus en confiance à tenter des choses. Des fois, c'était même un peu trop audacieux. Mais finalement, ça prenait un peu de cours le Paris FC. Techniquement, c'était très propre. Donc voilà, énormément de positifs. Et là, on marque un grand coup. La surprise du chef, c'est quand même le repositionnement de Ponceau en milieu de terrain et du coup Pagis qui était à l'aile. La question à Pierrot. Ah oui, c'est ça, Pierrot, justement. On a vu des petits ajustements avec Ponceau replacé au cœur du jeu, Pagis sur le côté. T'en as pensé quoi ? Ça a plutôt bien fonctionné, visiblement, parce qu'on a retrouvé on a eu un Ponceau un peu plus dynamique, un peu plus présent au cœur du jeu, chose logique vu qu'il était excentré quand même sur un côté. Maintenant, on n'a pas fait un match transcendant non plus, je trouve. Quand même quelques pertes de balles. Après, moi je trouve ça plutôt Pagis positif. Le fait qu'il se réintègre bien à l'équipe, parce qu'on a l'impression qu'il était un peu perdu pour la France il y a 1 ou 2 mois où on le voyait plus. Maintenant, maintenant collectivement, je trouve que on a peut-être enfin le match référence de cette première partie de saison où vraiment tous les joueurs étaient au niveau. Enfin, il y en a vraiment pas un qui était en dessous de tout. On prend pas de but. On a un gardien qui enfin nous fait enfin décisif et nous fait gagner des points pour le coup. Non, on a eu peut-être 5 minutes de moins bien là vers la 70e où on commence un peu à se faire peur tout seul, mais sinon hormis ça, franchement pour moi c'était le match parfait. Hormis devant peut-être. Je me posais la question. On en parlera tout à l'heure. On va parler évidemment du match de Tozin. En vrai, si tu convertis les occasions, oui, forcément, mais sinon, même sans les convertir, il y a quand même des situations et tout, donc tout n'est pas jeté. Non, c'est ce que je disais en intro, c'est que pour moi, on a produit suffisamment pour que ce soit satisfaisant, parce qu'on a eu des occasions, etc. On a été dangereux, mais ça passe pas loin, tu vois, de revoir Paris revenir au score. Il y a quand même une transversale, enfin, il y a des grosses occasions. Donc, on a réussi à passer entre les gouttes, mais tu vois, si t'es vraiment dominateur de la tête et des épaules, tu finis par mettre ce deuxième avant la fin du match quand même. Enfin, pauvre Tozin, on se fait peur en fait. Le pauvre Tozin, il a quand même 2 grosses occasions, 2 caviars. Le premier de Pagis sur 40-50 mètres, la passe elle est soyeuse, ça arrive dans la course. Son dernier contrôle est trop long, il s'excentre et du coup il ferme son angle, alors que franchement c'est une balle de but. Et le deuxième, c'est l'extérieur du pied droit d'Abergel dans la course pour le service pour le servir dans la surface, où là du coup il la met au-dessus, il la prend tibia. Donc alors sur la première il cadre, le gardien est attentif,
Mais sur la deuxième, il peut pas, quoi. Il manque complètement sa frappe, alors que la passe est incroyable. Donc c'est dommage parce qu'en sur fait, la première, t'es gentil. Tu dis il cadre, il la met au pire endroit, il peut la mettre surtout. Bah, en fait, le gardien a bien bloqué son premier poteau, donc en fait, il faut la croiser. Oui, voilà. Ouais. Mais bon, c'est dommage parce que Tosin, il te fait quand même une passe D et finalement, il a réussi à, tout comme toute l'équipe, à construire la victoire sur 90 minutes, mais il sort hyper frustré. C'est ce qui est dommage parce que finalement, je pense, et on en reparlera peut-être tout à l'heure en mode bilan, faudra quand même compter sur lui. Donc il faut pas non plus qu'il broie du noir, quoi. Enfin, je trouve qu'il fait, pour un 9, il fait pas un bon match. Et t'es dur de dire qu'il fait pas un bon match. Non, pour un numéro 9, il a il a pas été décisif face au but, mais tu peux pas dire qu'il a fait un mauvais match. Si tu prends juste les caractéristiques du 9, quand tu as 2 occasions aussi importantes, tu es obligé au moins d'en mettre une. Si tu prends, c'est pour ça que je m'interroge moi sur le vrai profil de Tosin, etc. Est-ce que c'est vraiment un 9 ? Est-ce qu'il faut pas l'associer ? Enfin bref. C'est un faux 9. Ouais, c'est ça. Toujours est-il que il a participé avec une passe D et ça lance le match, mais il a touché 11 ballons. Enfin, c'est ça qu'il faut se rendre compte de ça. Il en perd 4, il fait 4 passes et du coup il fait 2 tirs et une passe D. C'est ça qui est horrible en tant que numéro 9, c'est que t'as pas beaucoup d'occasions et il faut quand même en mettre une au fond, quoi. Donc c'est sûr que il sort de ce match-là en faisant une passe D, 2 buts. Là on dit match de folie. Même un but. Ouais, un but. Un but, une passe décisive, tu sors sous les ovations. Surtout que c'est vrai que là, a posteriori, on regarde le match, on dit on s'est régalé, etc. Oui, on s'est aussi fait peur parce qu'on n'a pas su se mettre à l'abri très tôt. D'ailleurs, même dès la 5e minute, Crasso, il doit la cadrer, sa frappe pour Paris. Ça accroche pas le cadre. Celle-là, ça change la physionomie du match, évidemment, mais bon, avec des si. Hein. Mais ouais, sur le match, pour revenir, après on parlera éventuellement des individualités très rapidement, parce qu'après on va faire un bilan joueur par joueur de la phase aller. Mais sur ce match-là, je vais vous poser une question à tous les trois. C'est peut-être dans l'émotion du moment, parce que c'est le match qu'on attendait tous cette saison, hein, on va pas se mentir. Dès qu'on a vu que Paris et Lorient étaient en tête, on avait tous hâte à ce match-là. Et le scénario est favorable. Et comme vous l'avez dit, dans le style de jeu qu'on a proposé, on a vu des combinaisons, des combinaisons d'une touche, des choses... ça fait combien de temps que vous n'êtes pas régalé autant devant un match des Merlus ? Et je mets entre parenthèses le match d'Annecy qui était tellement particulier à cause de l'adversaire. Ouais. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas régalé autant devant un match des Merlus, Lucas ? Ou est-ce qu'on est en train de survendre le produit là, Lucas ? Non, je pense qu'on ne survend pas. Alors, j'essaie de me remémorer un match en particulier. Pour moi, ce serait plutôt sur la fin de saison dernière, s'il y en a eu un qui a été aussi agréable. Mais Clermont peut-être. Clairement, ou le dernier match, du coup c'est Clermont. C'est Clermont, c'est ça. Oui, c'est ça. Un match qui a aucun sens. Clermont aussi, ça. Où ça finit très mal, mais bon. Non, cette saison c'est clairement le match référence et en plus face à un adversaire où on sentait peut-être qu'on allait avoir un match fermé, un match compliqué, qu'elle allait nous poser des problèmes à la relance. Et au final, c'est tout le contraire. C'est le match où on est le plus à l'aise à la relance. C'est le match où j'ai l'impression que leur contre-pressing n'a pas du tout fonctionné. Ils avaient, surtout sur les 30 premières minutes, ils restaient assez hauts. Et pour autant, on se trouvait très facilement. Il y avait des zonages vraiment intéressants. Donc, énormément de plaisir. En plus, je l'ai vu du stade. Comme je l'ai dit, j'ai fait un peu ma Raphaël. Je me suis mis en tribune présidentielle parce qu'il n'y avait plus de place en sud. Il n'y avait plus de place en sud, voilà, je préfère préciser. Et on remercie d'ailleurs le gars sur Twitter qui nous a dégoté une place au dernier moment pour un de tes potes parce que tu sais pas compter le nombre de potes que tu as. Exactement, je retrouvais son nom tout à l'heure pour le remercier. Mais exactement, j'ai retrouvé une place une demi-heure avant le match. C'était un peu risqué. Mais voilà, pour dire que hyper agréable et toutes les conditions étaient réunies pour un super match. Pierrot, est-ce que tu vas remonter, en parlant de dernier match qui t'est régalé à ce point-là, tu vas remonter au Régis Ball originel, le Ajaccio, le Auxerre ? Ouais, Auxerre. Non, parce qu'avec ce match, toute proportion gardée, j'ai envie de dire Guingamp. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'on avait plutôt été honnête sur 90 minutes, même si on prend un petit penalty un peu bête. Je trouve que dans le contenu et tout, on avait été vachement sérieux
sur ce match-là où, alors oui, c'est un derby forcément, mais on avait vraiment pris ce match au sérieux, je trouve, par rapport à certains autres, et on a été vraiment constant sur presque toute la durée du match, un peu comme Paris. Pour moi, c'est les deux matchs où on a été le plus constant sur 90 minutes. Moi, j'en ai deux autres. Dunkerque, mais surtout Caen. Caen, attends, vous en Caen. parlez souvent de Caen, j'ai l'impression Ouah, que vous survendez un peu le Caen. Caen, il était pourri le match. Bah, Ouais. moi, je suis pas d'accord. Bah, Non, Dunkerque, je suis d'accord, mais Caen, c'est pas flamboyant d'un point de vue offensif, mais ils font rien. Quand je te dis que Caen, ils font rien, ils ont rien. Ils ont une occasion, tout le match, il est dominé, et on est chez eux. Véritablement, regardez-le de nouveau. mais Oui, quand ils sont oui, parce qu'en face, ils font rien, mais je Voilà. peux Ouais, mais pas c'était dire zéro, qu'on a hein. plaisir devant ce match-là, quoi. Non, Caen mais était 0 depuis le début de saison. Là, Ouais, ils je sont sais un peu pas, mieux, je crois, mais Ils ont attaqué une fois, ils ont marqué, ils ont rien montré du match. Je veux pas dire que bon, c'était on a un beau match. belles Pour moi, occasions, J'ai du mal à mettre Caen dans cette liste-là. Pour moi, un beau match, c'est au moins une petite adversité derrière, tu vois, un petit niveau, tu vois. Là, quand franchement, ça fait Bah, rien. Dunkerque, c'était pas mal. Je trouve. Ouais, Dunkerque, moi, je te rejoins, Ouais. il était pas mal ce match. Je crois qu'on loupe un penalty. C'est pas un Oui. truc comme ça. Ouais, donc un match. Enfin, moi, ce qui m'a surtout séduit, c'est toutes ces combinaisons en une touche à partir du milieu de terrain qui lance, Sur le premier but, crée là. des décalages. Et puis aussi, De la Tozin, variété. dans le match de Tozin, et ça, c'est quelque chose que les stats Optarafa ne vont pas souligner. Ou en tout cas, peut-être que tu as le expected goal after pressing ou un truc comme ça, mais le poison qu'a été Tozin pour la défense de Paris, c'est quelque chose. Dans les appels dans le dos, sur le but d'ailleurs, tu regardes sa course, elle est. Mais alors, tu as, comment il s'appelle, Kolodziejczak qui fait un peu n'importe quoi dans l'alignement et qui le laisse en jeu. Mais la course qu'il fait pour rester bien en jeu, se la reprendre comme il faut, etc. Donc, et puis il y a eu énormément de. Ouais, c'est ça. Il y a eu énormément de très très belles situations, très beaux décalages. Et donc, ouais, vraiment un match régal. Pierrot, tu as parlé de Vogo, on va en parler. Vogo qu'on trouvait totalement à côté depuis le début de saison. On avait souligné dans le dernier épisode qu'on voyait du mieux. Et là, hier, il sort le match référence de sa demi-saison. Oui, il a deux doigts de faire une méga boulette aussi. Tu vois, donc, enfin. Ouais. Bah ouais, faut le dire. Dans la place. Faut le mais dire il aussi. la fait pas. Oui, mais il la fait pas. Merci Laporte. Et non, et après, par contre, sur sa ligne, encore une fois, quand il est en forme, quand il est en vie, il montre aussi qu'il est capable. En plus, c'est vraiment deux arrêts à un goal de hockey, tu vois, genre du pied comme ça, en se tordant. C'est même pas la balle lui va sur le pied, c'est qu'il sort le pied. Il vraiment, va la chercher. Il a le mouvement pour aller la chercher. C'est pas de la chance pour le coup, là, c'est une vraie technique. Non, rien à dire là-dessus, à part encore une fois, on va pas se répéter, mais c'est le jeu au pied, hein. De nouveau. C'est structurel à son jeu, malheureusement, et c'est dommage parce que Lucas le soulignait tout à l'heure, capacité à relancer, d'être fluide derrière. On sait très bien que maintenant, tu sollicites beaucoup ton portier pour ça, notamment quand tu joues haut. Là, c'était moins le cas parce qu'on était un peu plus bas et qu'on défendait un petit peu plus, mais c'est dommage de ne pas avoir cet élément-là dans sa palette, mais rien à dire sur le reste. Hein. Je l'ai pas trouvé si mauvais que ça au pied par rapport à certains matchs où on avait pointé sa défaillance. Là, je le trouve un peu plus à l'aise. Tu sais, face à Annecy où il pressait, c'était hyper dangereux. Il était très mis. Il a touché 3 fois plus de ballons au pied face à Annecy que sur tous les autres matchs. Donc, c'était sollicité parce que il y avait 4 attaquants sur nos 4 défenseurs. Donc, non, je pense qu'il faut qu'il progresse continuellement sur cet aspect-là. Chez nous ou ailleurs, on en parlera tout à l'heure. La charnière centrale, en fait, je suis en train de me dire dans ma tête, on va parler là, j'allais vous dire, la charnière centrale, je pense qu'on a trouvé la charnière centrale, ça bougera plus, sauf que les deux sont possibilités en partance en janvier. Je suis en train de vous dire que devant, comment il s'appelle, Tozin, ça risque de plus jouer, mais bon, on sait jamais ce qu'il va, de plus jouer. Il avait quand même eu quelques chances d'assurer place de titulaire avec les blessures de Kroupi, etc., la blessure de Bamba, mais finalement, est-ce qu'il prouve grand-chose? Mais on ne sait pas qui sera là en janvier. Sur tous les postes, un peu, il y a des questions qui se posent. Toujours pour revenir sur ce match, en tout cas, défensivement, ça fait quand même 2 clean sheets consécutives. Si avec beaucoup d'autorité. 3 si tu comptes le match de coupe.
Ouais, bon, on va pas compter le match de coupe, c'est pas un exploit de faire une clean sheet sur ce match-là. Si, Bastia, forcément. Le match de merde où on fait 0-0. Ouais, donc Bastia. En fait, il m'en manque un. On a joué qui avant Paris? C'est 3. Ah oui, 3, voilà. Donc Bastia, 3. Bastia et le dernier but, c'est le penalty contre Guingamp. C'est ça, donc 3 clean sheets et on va dire sur le 4e, c'est un penalty, donc on peut aller à la limite contempler. C'est quand même aussi grosse solidité défensive et ça passe par ça aussi la montée en Ligue 1, Raph. Ouais, non, c'est clair. Et puis, moi, je l'avais évoqué, je sais plus, il y a 2 ou 3 matchs. Je trouve que c'est surtout Talbi qui a retrouvé sa sérénité. Je le sens à l'aise, il a le regard vif, tu le sens pas paniquer. Et puis ça se sent dans les transmissions. T'as même un Laporte qui se permet aussi d'allonger et de jouer. Alors c'était pas sur ce match-là, mais le match d'avant, où en fait il faisait pas mal de transversales à droite, à gauche. Enfin, tu fais pas ça quand t'es en PLS et que du coup tu subis. Donc il joue l'esprit léger et ça fait aussi écho à ce que disait Lucas tout à l'heure sur le fait d'attaquer le match sans pression. Donc et ça joue dans les circuits de passe derrière. Et voilà, après t'as aussi une compo qui se rôde, hein. Là aujourd'hui le 4-1-4-1 et on n'en est plus à notre première. T'as un Ebergel aussi qui joue la première rampe de lancement, t'as les latéraux qui montent et qui sont disponibles. Enfin franchement ça commence à avoir un peu de gueule. Et puis l'adversaire, évidemment, on avait hâte de voir le PFC, enfin nos joueurs se mesurer au PFC. Et bon, c'est un peu facile à le dire après, mais ça fait longtemps que je pense quand même qu'on a un effectif qui est au-dessus en termes de qualité, même si le PFC est quand même très costaud. Mine de rien, alors ils sont maladroits aussi, mais j'ai pas l'impression qu'on ait été vraiment en danger sur ce match-là. Ils ont pressé, on a tous dit à un moment ou à un autre, évidemment, on va en prendre un. À force de pas marquer, on va en prendre un. Mais réellement, j'ai pas senti un moment qu'on allait flancher, quoi. Non, j'ai pas eu cette sensation. T'as comme c'est ça, les 10 premières flancher, minutes. Perdre le match, quoi. C'est assez fou qu'on soit revenu aussi bien dans le match après ce début de match assez compliqué. Ouais. Parce que franchement, on méritait largement d'en prendre un. Ils ont au moins 2 grosses situations qui doivent conclure. Donc ça, c'est quand même un petit point d'attention. Mais je pense que le reste du match gomme toute cette partie un peu délicate. Donc c'est quand même un truc qu'il faudra identifier. On avait cette saison, j'ai plus l'impression qu'on a tendance à très bien commencer les matchs. Et c'est plus en seconde mi-temps qu'on part des petits trous d'air. Là, c'était l'inverse. Je sais pas s'il y a une explication, je sais pas. Les comportements, j'ai pas senti qu'on ait paniqué, mais pour autant, on n'arrivait pas du tout à remonter le ballon. Et sur les 10 premières minutes, je sais pas la possession qu'a eu le Paris FC, mais je pense que c'était assez flagrant. Et puis, mine de rien, 8 matchs, 8 victoires au Moustoir, ça en impose. Ça commence à causer, quoi. Donc, tout à l'heure, quand on parlera de ce qu'on attend de la phase retour, évidemment, on parlera des matchs à l'extérieur, mais il va falloir aussi maintenir cette solidité à la maison. Si ça vous dit, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses sur ce match. On n'est pas rentré forcément dans beaucoup de détails technico-tactiques. Non. Ce que je vous propose. On espère juste que c'est pas trop grave pour Silva. Oui, Silva qui est sorti blessé. On espère aussi que c'est pas trop grave pour Pitou. Oui, derrière la cuisse. Surtout ça, Pitou. D'ailleurs, plaisir de le revoir au Moustoir. D'ailleurs, je trouve ça étonnant que la DNFCL n'ait pas parlé samedi, parce qu'on aurait dû théoriquement prendre 2 buts, un d'Amel, un de Crasso. Donc, Crasso a joué au FCL ? Ah oui. Formé. Pardon. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, à DNFCL, c'était aussi pas saisir l'opportunité, on l'a saisi. Est-ce que les planètes tournent ? L'effet Pantalone. Le FCL et le FCL. C'est ça. Est-ce que on part trop loin là. L'effet Pantalone probablement. Histoire de pas faire un podcast de 3 heures, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le bilan de la phase aller. On est donc à la presque mi-saison, à la fin de l'automne, et il est temps pour nous de discuter un petit peu de cette phase aller. Alors, si vous nous écoutez régulièrement, je pense que vous connaissez un peu nos opinions sur les premières parties de saison des joueurs, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler. On se fait un petit joueur par joueur. Vous préférez qu'on parle tout de suite meilleur match, pire match, etc. Non, les joueurs, c'est bien. On peut peut-être commencer par ça.
Moi, je te propose même de commencer par Olivier Pantalone. Ah, bah, je pensais finir par lui, mais c'est pas de problème. On commence par Olivier Pantalone. Bah écoute, je vais donner mon avis pour une fois. Moi, je dis match, quoi. Il a imposé. Bah, je trouve que évidemment, c'était pas un gros nom, tu vois, quand il arrive, quand il est signé. Je pense pas que tout le monde soit parti. Quand Régis Lebrise a signé, on était tous on fire en disant c'est magnifique, c'est l'enfant du club qui arrive, etc., etc. Là, quand Pantaloni a signé, je suis pas sûr que quelqu'un soit grimpé aux arbres de joie en hurlant son plaisir de voir Pantaloni arriver. On était tous, on savait que c'était un entraîneur sérieux. Mais on m'a posé une question un peu plus spécifique. Est-ce qu'on voit une patte Pantaloni? C'est intéressant ça. Je trouve la question assez. Je trouve la question assez subtile parce que le projet de jeu, l'idée de jeu, tu la vois pas forcément se dégager. Tu comprends ce qu'il veut faire, c'est très cohérent, mais est-ce que tu as un style Pantaloni? En tout cas, il l'explique pas autant que ce que Régis Lebrise pouvait expliquer au début quand il a pris les commandes, en tout cas. Oui, donc, après, Régis Lebrise, c'est un autre style d'entraîneur. Très, Tout à fait, mais du coup, je trouve que par rapport à... Moi, je trouve qu'en tout cas, l'utilisation des joueurs, je la trouve hyper cohérente. Les changements, je suis très peu surpris. Alors, je sais pas si c'est... Oui. Ouais. Là, le changement, tu vois, à la 60e, Soumano, Croupi pour Tozin et je sais plus qui sort à la place de Croupi. C'est plus Pagis qui sort que je trouve. Ouais, Pagis, voilà. Ouais. Tozin, il le sort juste après une énième, un autre tir raté, mais ça, à la limite, c'est le hasard. Après, est-ce qu'il a pas peur d'une chose? Le changement à la 60e, il me fait un peu peur, moi, sur le moment. Et c'est pas la première fois, il y a eu des changements. Tu prends Rodez, le match que Pierrot rêve de revoir. Rodez, pareil, il y a des changements, tu fais, moi. Peut-être qu'il sent quelque chose aussi. Le pire changement, ça me dit, c'est le passage à défense à 3 à la fin du match. Là. Est-ce que c'est vraiment une défense à 3? Ouais, c'est pas si. Bah si. Ouais. Okay. Moi, j'ai claqué des fesses à ce moment-là. J'ai un peu claqué des fesses à ce moment-là. Tout le monde. Donc, mais après sur la patte, vas-y Lucas. Moi sur Pantalone, j'étais assez sceptique parce que du coup c'est un entraîneur pas du tout dans le style de jeu qu'il veut proposer, qui correspond entre guillemets à l'ADN FCL. Donc regarde ce week-end. Non, mais justement, et même en début de saison, j'ai du mal à voir. Mais après, j'étais peut-être un peu trop impatient. Moi, pour définir le style de Pantalone, je dirais un bloc court, des lignes resserrées, de la liberté créative laissée aux attaquants, c'est-à-dire dans la mobilité, etc. On le voit avec Ponceau, on l'a vu avec Pagis, même Tosin. Mais ça, c'est le FCL de Régis Lebrise, ça, Lucas. Il s'est appuyé sur des bonnes bases qui sont restées, qu'on ne voyait plus la saison dernière. Mais en tout cas, ça c'est assez intéressant. C'est pas le style très rigide, très qu'on pouvait attendre. Donc je pense qu'il y a une part d'adaptation qui est assez intéressante. Après, voilà, faut voir sur la durée parce qu'il y a énormément de talent aussi individuel, ce qui joue énormément dans ce qu'on propose. Parce qu'on le voit avec des longues ouvertures, du jeu technique un niveau technique assez élevé qui lui permet de montrer ce que l'on montre. Mais voilà, ce que je pourrais définir. Donc voilà, une bonne surprise plutôt. Il y a un truc que j'ai pu constater, j'arriverai plus à savoir quel match, mais à un moment donné, en tout début de saison, vous vous souvenez, on avait raté 1 ou 2 fois nos entames. Et sur 1 ou 2 matchs... un peu plus. Et j'ai l'impression qu'il en a eu marre. Conf de presse, les gars, c'est terminé, je veux plus voir ça. J'ai l'impression qu'il a bien verrouillé son vestiaire aussi à ce moment-là. Je vais venir. Pour moi, la touche Pantalone, c'est aussi la gestion du groupe. Tu vois des mecs, tu prends Ajay, tu le vois plus. Voilà, c'est ça. Voilà. À la cave. Je suis en train de réfléchir à des joueurs comme ça qui ont disparu. Isaac James, on le voit plus. Après, c'est un jeune, etc. Mais voilà, j'ai un peu l'impression que t'es performant, tu joues, t'es pas performant, bah tu sors et voilà, on fait jouer la concurrence et puis c'est très sain, je trouve, vu de l'extérieur. Après, on n'est pas à l'intérieur, mais ça a l'air très sain. Igor Silva, il était à la cave, c'est pas son problème. Il a joué, il a été bon, bah il continue quoi. Et Kaloulou, alors Kaloulou, il a eu Ajaccio, on s'était tous dit au début de saison, Kaloulou, c'est bon, il est dans le 11. Bah non.
Non, Igor Silva est plus performant. Il a sorti Silva du congélateur en même temps. Ouais, non, c'est la cave, c'est le congélo dans la cave et la clé sous la dalle, quoi. Aussi le cas Makengo, il lui a laissé sa chance, il l'a pas prise et il a reparti au placard. Ouais, exactement. Voilà. Donc mais c'est peut-être ça la patte. On va faire le joueur par joueur. On revient pas sur Yvon Vogo, on en a parlé et je pense que on en a suffisamment parlé pour parler des points forts, des points faibles, etc. J'ai une liste sous les yeux, donc cherchez pas la logique dans l'ordre que je vous donne. À part qu'on va commencer par les défenseurs, évidemment. Darlin Yongwa. Fusée. Pierrot. Ah ouais, franchement, année de la confirmation. C'est une popular opinion, mais je vais dire MVP. Ah ouais, c'est très populaire peut-être. On va parler tout à l'heure des tavernes d'or. Pas si populaire, mais c'est le joueur du 11 qui crève le plus l'écran, je trouve. On ne voit que lui. Je trouve. Ouais. Dommage que ce soit pas un défenseur, mais il est très bien. En même temps, ouais. Juste petit point tactique positionnement, il est 15 mètres plus haut que Non mais vraiment, je veux dire, tu prends la position moyenne du match face à Paris FC, on parlait de Pagis, mais en fait Pagis laisse la place à Ponceau dans l'axe, mais il est clairement assez axial et Yongwa est 15 mètres au-dessus de Silva en position moyenne. Donc, je pense que le central gauche, donc là c'était Laporte, non, c'est Talbi. C'est Talbi qui... il est au courant qu'il a ça. Oui, plus Ponceau et Abergel. Ouais, bien sûr. Ça se joue comme ça, quoi. Ok. Le suivant, Panos. Êtes-vous tombé pour Panos? L'EP de la taverne disponible sur YouTube. Lucas. Franchement, encore très fin. Agréablement surpris aussi. Donc, il avait commencé très fort à son arrivée. Il y a eu un coup de moins bien qu'on attendait tous et qu'on avait plus ou moins prédit parce qu'on le voyait avoir une activité énorme. On se demandait comment il allait tenir toute la saison. Là, il est bien revenu sans être totalement flamboyant. Finalement, il a réussi à changer entre guillemets parce que donc il est arrivé en tant que latéral, il a joué un peu piston. Maintenant, on lui demande d'être plus milieu droit ailier. Donc changement de rôle, peut-être je sais même pas s'il avait déjà joué. Il a fait que du piston chez nous, jamais arrière droit. Si. Ouais. Il a fait un match arrière droit chez nous cette saison, sûr et certain. Non, pas cette saison. Non. Il a joué que piston l'année dernière. Et du coup, on a tous milité lors du Tavern Live en disant il faut le faire jouer plus haut, c'est sa place, etc. Il y a un match où tu n'as ni Kalulu ni Igor Silva et il joue arrière droit. Je pense qu'il a même mis Formose Mendy, en vrai. C'est peut-être en cours de match alors, mais bon, on verra. En tout cas, ce que j'aime bien chez lui, c'est vraiment son caractère, et c'est ce qu'on avait dit aussi à son arrivée, son caractère qui rejaillit sur l'équipe. Il est parfois un peu individualiste, mais je trouve qu'il met énormément d'envie, de niaque. Il va être, je pense, assez exigeant à la fois au quotidien à l'entraînement et en match. Donc ça, je pense que c'est un esprit qu'on a peut-être cité l'année dernière comme manquant. Et aujourd'hui, il a pris de l'ampleur. Je pense qu'il a pris de la place dans le vestiaire et de la légitimité. Ouais. Et je pense que c'est hyper important d'avoir des joueurs comme ça parce que il faut des gagnants pour aller chercher une montée, aller chercher le haut de tableau et être efficace et performant sur toute une saison. On a besoin de joueurs comme ça. Et quand on regarde une autre partie de l'effectif, il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu, je vais pas dire neutres, mais un peu moins de caractère. Donc je pense que ça fait la bonne balance. Ça fait longtemps que je l'avais pas senti. Un des seuls joueurs après le match de la descente contre Clermont à être resté sur le terrain, saluer les supporters. Il était très visiblement affecté alors qu'il était là depuis 6 mois. Il aurait pu en avoir absolument rien à secouer. Il bouffe les espaces. Et puis il a pas de problème à mettre l'épaule. Il est agressif dans le bon sens du terme. Ouais, bien sûr. C'est le match contre Pau où j'ai été vérifié où t'as pas de latéral droit et Yongwa joue bien à gauche et c'est Adjei qui joue latéral droit. C'est obscur. Donc en fait, ce qu'on va faire, je vous donne un joueur à chacun, puis si quelqu'un veut rebondir là-dessus, on enchaîne. Monta Talbi, Raph. Un peu mou du genou au début et puis beaucoup plus aigle de Carthage sur la fin.
Ouais, c'est Donc, un peu le pigeon de Tunis au début, là. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est un peu roucoulé. Mais bon, après, il y a eu un peu de rotation. Il n'a pas fait tous les matchs, alors qu'il était habitué à jouer tout le temps. Logique. Mais franchement, sérénité retrouvée et ça fait du bien. Clairement, un non-transfert qui a dû avoir du mal Comme Vogo, hein. à passer. Même, Voilà, c'est ça. même problème dans la tête, je pense. Mais là, ça va mieux. Après, on se rapproche du mercato hivernal. Il faudrait pas que ça retombe là-dedans. Piero, Igor, Capoeira, Carioca, Silva. C'est l'une des plus belles surprises. Clairement, je pense qu'on nous aurait dit 1er juillet, Igor Silva est titulaire tous les matchs où il peut jouer quand il n'est pas blessé et tout. Je pense qu'il y a personne qui met un euro dessus et il y a personne qui met un d'août. Dernière semaine d'août, il avait forcément, on a joué des matchs entre temps, donc oui, logique que tu peux le dire. Mais le 1er juillet, je suis pas sûr que tu mettais un euro là-dessus. Ah non, jamais de la vie. Et encore moins sur des bonnes prestations pour le coup. Enfin, moi j'ai souvenir qu'en Ligue 1, il savait pas faire un centre. Il savait en faire, mais il prenait jamais l'initiative d'en faire quand il pouvait. Et cette année, l'exemple, il y a le dernier but, le 3e but contre Dunkerque où il envoie une magnifique galette. Franchement, c'est la métamorphose et ça fait vachement plaisir à voir, je trouve, de se dire, en fait, on avait un joueur à la cave qui était vraiment pas bon, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, et que le coach a réussi à métamorphoser. Donc on se dit peut-être qu'avec d'autres joueurs ça peut fonctionner aussi, et on l'espère. Un centre à la Willy Sagnol. C'est vrai, sans débordement. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est le seul latéral. Je crois que dans l'histoire du football, personne n'a jamais dit à la Willy Sagnol, en vrai. Ah, moi je le dis. C'est le mec qui débordait pas, il centrait à 35 mètres, il te la mettait galette. Nous, ça fait 3 mois, on est en train de dire Igor Carioca, c'est Cafu bis, Cafu prime, et toi tu dis ça Willy Sagnol. T'as un peu de respect pour Cafu, quoi. Enfin, pour Igor, pardon. Lucas, Formose Mendy. Compliqué. De se faire un avis. Je dirais pas. Ah non, mais compliqué dans le sens où. Je vous dirai pourquoi je dis compliqué après. Ok. Moi, dans notre podcast justement fin août là, j'avais dit, je l'ai mis en MVP, enfin futur MVP. Je le voyais vraiment retrouver ses qualités qu'on avait vues en lui à Amiens. Et pour moi, vraiment, donc là, il était sur le banc ce week-end dernier. Mais pour moi, je le mets dans mon top 3, top 4 des meilleurs joueurs cette saison. Alors, c'est peut-être un peu haut. Mais en tout cas, perdu sa place, quoi. Ouais, mais peut-être que, la Porte Albi, ils ont des repères depuis plusieurs années. Non, ça va tourner à 3. Hein. C'est la moindre défaillance. On en avait parlé d'ailleurs avec Pierrot, je crois, lors un podcast où au début de saison, on s'était dit, ils tourneront à 3 et il y aura beaucoup de compétition. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand tu regardes dans le rétroviseur, à part un début un peu avec Adjei, concrètement, ils vont avoir 2 postes pour 3. Le plagiat de Trash Talk ne s'arrêtera donc jamais dans ce podcast. On va jeter un œil dans le rétro. Ah oui, ouais. Ouais, donc Lucas, pour finir sur Formose. En tout cas, voilà, je trouve que c'est un super défenseur qui prend ses responsabilités, qui est interventionniste. À la relance, il est plutôt bon aussi. Il met énormément d'impact aussi. Et je trouve qu'il est intéressant quand il monte vraiment sur le porteur. Je trouve qu'il monte très rapidement. Et ça pose beaucoup de problèmes aux attaquants ou au numéro 10 adverse quand il va dans les bonnes zones. Et derrière, cette couverture souvent de Talbi qui était plutôt très bien faite. Donc moi, j'ai envie de le revoir et je crois en lui. Avec Lucas, tu fais de la politique. Tu as Formose qui est interventionniste et Talbi qui est conservateur, tu vois. On passe à l'extrême droite, du coup, Pierrot, Gédéon Kaloulou. Il joue à droite, c'est pas de sa faute. Il est indépendantiste. C'est pas Quentin Lecache non plus, quoi. Donc Pierrot, Gédéon Kaloulou. Sur les matchs qu'il a joué, je l'ai trouvé quand même plutôt correct. Après, pas hyper transcendant non plus. Je pense que lui a beaucoup perdu aussi du fait de vouloir partir et de rester finalement au profit de Igor Silva. Clairement, pour moi, il mange les miettes de Silva actuellement.
Alors, dans le malheur d'Igor Silva, lui, il a de la chance de pouvoir jouer des matchs. Mais je pense que si Igor Silva s'était pas blessé plusieurs fois cette saison, il joue 0 minutes. Il joue quasi rien. Donc pour lui, c'est clairement, il est clairement chanceux d'avoir un joueur devant lui qui est assez, ouais, et puis souvent sujet aux blessures, donc forcément. Mais et au carton. Ouais, mais est-ce que enfin voilà, je pense que c'est le joueur, il reste jusqu'à la fin de l'année, ensuite tu vois ça part. Je pense que dans le projet c'est Lorient, il vit ces derniers mois. Sévère notre ami Pierrot avec Gédéon. Mais c'est peut-être vrai. Nathaniel Adjei, Raph. Bah next. Voilà, hein. C'est compliqué, difficile. Oui, mais on a mis 7 millions sur la table et on n'a pas beaucoup de sous. Encore un achat à la con, quoi. Non mais franchement, en plus ils sont obligés de pas le valoriser tellement c'est compliqué sportivement, en fait. Ouais, mais c'est chaud. Parce que tous les jours, t'as plus. Enfin, si on prend notre casquette ou nos lunettes financières, tous les jours tu préfères faire jouer Adjei que Laporte, d'un point de vue contractuel. Ah bah oui. Sauf que, bien sûr. Il y en a un qui est 10 fois plus fort que l'autre aujourd'hui. Donc complicado. Hein, donc non, mais option pourrie. Hein, franchement, on prend. Je sais pas à quel moment on prend cette option-là, juste au juillet, non ? Fin juin, début juillet. Fin juin, début juillet, oui. Moi, j'ai même cru à un moment que c'était Lebris qui a dit vous voulez me niquer. Attendez, d'abord je valide Adjei et je m'en vais. Mais bon. Mais après, je suis aussi partisan de la théorie que Régis nous a saboté. Limite dans la hiérarchie, est-ce que tu préfères pas faire jouer tu fais jouer un Janton d'abord ? Pour moi, Janton est lui dans la hiérarchie. Il est pas devant dans la hiérarchie. Si. Non. Mais si Janton, il est devant dans la hiérarchie. Il est devant. Non, on exagère. Ouais. On n'exagère rien. Si demain Laporte se pète, Formose se pète, celui qui joue en charnière avec Talbi, c'est Adjei. C'est Janton, t'es ouf ou quoi ? Non, jamais. Bien sûr que si. Mais non. Lucas, soit la voix de la raison aussi parce que. Bah oui, j'ai beau militer pour l'avenir de Janton au FCL, je pense que Adjei est encore devant, même si Janton a montré de très bonnes choses. Janton est souvent rentré plus haut hein, en poste de 6, donc voilà. Mais moi, pour Adjei, juste ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il a été pris aussi en anticipation du départ de Talbi et éventuellement de Laporte, qui pour moi étaient deux dossiers on ne pensait pas forcément qu'ils allaient rester, surtout Talbi. Et donc au final, on s'est retrouvé sur le carreau avec énormément de, pas énormément de défenseurs, mais en tout cas 4 défenseurs potentiellement titulaires. Ouais. Et voilà. Il va falloir que le club ils arrêtent d'anticiper les départs parce que chaque fois qu'ils anticipent un joueur, on récupère des Makengo, des Adjei. C'est des anticipations. C'est le new Abergel. Ouais, mais Makengo, il y avait personne pour dire que c'était. Makengo, il y avait personne pour dire que c'était une mauvaise pioche à la base. Et personne... on disait qu'il venait remplacer Abergel et que c'était malin. On connaissait pas le départ d'Abergel. Quand on fait Adjei, je suis désolé, je saute pas de joie quoi. Adjei, parce que tu le connais. Ouais, mais tu fais jamais Enfin, c'est quoi, c'est 6 millions. Jamais tu fais ça. Oui, mais je pense pas que c'est assez. Je pense qu'on a dû négocier à moins, mais on débourse au moins, je pense, 3-4 millions facile. Mais c'est 3-4 millions de trop, quoi. Puis tu gardes sous contrat Touré, hein, pour rappel. Hein. Et oui, et ça, c'est ce que contractuellement, on est obligé d'en parler une fois par podcast de cette énergumène. Pierrot, Julien Laporte. Bah. Très très performant, hein, j'ai envie de dire, depuis qu'il est revenu et qu'il s'est installé dans le 11, on prend plus de buts, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, voilà. Après on passe chez des jeunes, un petit mot sur Isaac James peut-être. Non, c'est plus en rotation, voilà. Faut confirmer. Voilà, Enzo Janton a joué 5 matchs, dont quelques-uns en championnat. Et ensuite, en coupe. on a. Oui, du coup. Et ensuite, on a Yatera qu'on a vu en coupe et Seymour, dont j'ignorais l'existence jusqu'à cet instant, et Benjamin Mendy, qui eux ne sont pas apparus dans le groupe, enfin dans l'équipe en tout cas. On continue avec les milieux de terrain. Julien Ponceau, Lucas. Et je vais vous poser une question.
Est-ce que Julien Ponceau dégage une quelconque émotion chez vous? Au-delà de ses qualités de joueur, c'est un très bon joueur de football. Mais est-ce qu'il dégage rien comme gars, quoi? Tu prends une capture d'écran sur son but, t'as l'impression qu'il a mis un but à l'entraînement. Tu sais, genre. Ouais, ou contre son ancien club dans lequel il avait passé 50 ans, etc. quoi. Bah, il est assez peu expressif, mais après, si c'est un bon footballeur et techniquement, il nous régale, c'est le principal. Après, ça fait partie des joueurs, quand je parlais justement de Katsiris, qui est hyper expressif, qui est justement en Ponceau, ça va être un peu l'inverse, mais je pense qu'il faut un peu de tout. Moi, j'ai beaucoup aimé sa saison, parce que finalement, déjà, on ne savait pas trop s'il allait être concerné. Je pense que c'était vraiment dans les joueurs où on avait un vrai doute, dans le sens où moi, je pensais qu'il aurait eu quelques offres de clubs de Ligue 1. Alors, est-ce qu'il en a eu, mais il a préféré refuser parce que c'était peut-être du bas de tableau et des équipes un peu en difficulté. En tout cas, on le pensait partant et il s'est vraiment mis au niveau de la Ligue 2 et il s'est impliqué dans la saison. Moi, j'avais un peu ce doute dans le fait, il a été très bon en août. Je me suis dit, c'est peut-être aussi pour trouver une porte de sortie. Mais en fait, en septembre-octobre, il a continué sur cette lancée-là. Il n'y a pas eu trop de coups de mou, j'ai l'impression, sauf certains matchs où il est un peu passé à côté. Je pense que c'est vraiment une plaque tournante de l'équipe. Et il fluidifie un peu comme il l'a toujours fait le jeu. Il joue pour les autres. Il a souvent joué un poste qui n'était pas le sien. C'est ça. Non, mais c'est ça. Faut le souligner quand même. Eh oui. C'est ça. Et puis, ce que dégage un peu aussi sa personnalité, les joueurs un peu entre guillemets qui sont pas hyper expressifs en célébrant dans un match, c'est qu'en fait il n'est pas attaché entre guillemets à sa prestation individuelle, à son compteur de buts. Tu vas trop loin. Non. 13e minute de jeu, il y a un but, t'es face au leader de Ligue 2 et ta tête c'est un paillasson. Arrête. Enfin franchement c'est, je sais pas. Enfin il y a zéro émotion. Thierry Henry a fait sa carrière comme ça. Hein. Non, pas d'accord. Il y avait une célébration, il y avait un. Thierry Henry il s'est fait dessus parce que il célébrait pas ses buts. Ça n'a rien à voir. Après s'il célèbre pas, en vrai, la vérité, on s'en cogne. Non, mais c'était. Non, mais le nombre de fois où il avait personnalité, on va pas critiquer. Je trouve qu'on va chercher la petite bête, mais bon. Ah non, mais moi c'était une petite vanne en début de truc. Non, mais est-ce que sa première moitié de saison, tu vas dire correct, non, elle est même bonne. Oui, pour un mec qui a joué, allez, je suis sympa en disant la moitié des matchs pas à son poste. Je pense qu'on est plus près des 3/4 des matchs pas à son poste. Ouais, bien sûr. Voilà quoi. Tu lui demandes pas de jouer ailier. Enfin, c'est pas un ailier de débordement, donc faut pas attendre de lui qui te déborde et qui centre pied gauche au cordeau quoi. Et puis là, comme l'a dit Lucas, il y a ce côté un peu box to box là, casser les lignes à la course aussi, assez intéressant et on le retrouve aussi. C'est le joueur à Lorient qui gagne le plus de mètres à balle au pied pour le coup, donc c'est probablement un meilleur replacement aussi pour lui là-dessus. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment. Vas-y Pierrot. Non, je voulais dire, c'est surtout que quand tu regardes le 11, ça fait partie des joueurs que Pantaloni coach tout de suite sur sa feuille de match. Il a joué tous les matchs. C'est ça. Alors il y a parfois des moments où moi il me casse bien les couilles à perdre des ballons bêtes, faire des dribbles un peu. À faire des fautes à la con comme ce week-end. Voilà, c'est clair. Il y a certaines périodes dans les matchs où il est complètement en dedans, mais si tu prends la globalité de sa première partie de saison, elle est quand même plutôt bonne. Oui. Le mec il joue même pas à son poste. Enfin, il joue un poste un peu hybride à la con, et pourtant il arrive à être une pierre angulaire de l'équipe. Donc c'est ça qui est bizarre, c'est que du coup j'ai vu beaucoup de critiques sur lui et je le comprends pas. Je comprends pas vraiment en fait. Supermax Lolo à Bergel, Raph. Bah écoute, rôle de sentinelle devant la défense, il est tout seul, il fait ce qu'il aime bien faire, ratisser, etc. Et puis je trouve que du coup sur la palette offensive, il est encore en progression. Ça distille très vite vers l'avant, ça fait jouer les copains, c'est même capable aujourd'hui d'ouverture ou de jeu, de faire de la dernière passe dans un petit périmètre à l'image du match de ce week-end. Donc il est à la place qu'il doit être et il a l'aura du capitaine et du gars qui a son super contrat, et c'est plus un lock quoi, c'est l'ADN. Ils ont construit le stade autour. En fait. Ah ben bien sûr. Non mais c'est
enfin, limite le 4-1, 4-1, il est là pour lui, quoi. Et puis c'est assez, quand tu vois un Ponceau devant avec Avomebong, ça fait complètement sens. Ouais. Bah justement, Pierrot, Arthur Avomebong. Bah, c'est ce qui fait que Lorient a su franchir les étapes durant des années, c'est de former des jeunes, les faire jouer. Et lui, c'est vraiment, c'est avec Silva, c'est les plus grosses agréables surprises. Personne, enfin, il a même pas fait un groupe quasiment l'année dernière. Il arrive comme ça dès cet été, prépa titulaire, bim bam boum. Il commence à enchaîner les matchs. Il profite du fait que tu recrutes un milieu qui est blessé, d'un Makengo qui veut pas jouer. En fait, c'est lui qui se retrouve au final cet été dans la meilleure des positions parce qu'en fait, il a quasi pas de concurrence. Ah non, parce que Ponceau est à gauche. Ouais, mais sur les premiers matchs, Ponceau joue à côté d'Abergel, il me semble. Oui, tu joues en 4-4-2 exactement, et Ponceau est à gauche. Tu vois, il fait un petit changement, il le met dans le 11, il voit que ça fonctionne, il commence à enchaîner les matchs. Enfin, non, franchement, puis l'activité qu'il a au milieu, il est partout. Le mec, il a 4 poumons, quoi. Moi, j'ai une hot take sur Arthur Avomebong. Je vous en parle tout à l'heure quand on parlera de la race pour les trophées de fin de saison. Joël Bouka, Lucas. Alors statistiquement, enfin pas statistiquement, mais plutôt comptablement, il a quelques buts, 3 buts, pas décisifs, je ne sais pas. Aucune. Dans le jeu, je suis vraiment assez sceptique sur son rendement, vraiment son potentiel. Alors, il a progressé au cours de la saison, mais franchement, j'ai du mal entre guillemets à voir ce qu'il dégage dans le jeu en constant sur un match. Je le trouve pas forcément flamboyant. Je retrouve pas forcément les qualités qu'on lui associait, même si au niveau de percussion, il a certains coups d'éclat, mais je trouve pas ça du tout flagrant et je préfère totalement un profil comme Ponceau ou autre, parce qu'en fait, ça va clairement dans le style de jeu que l'on propose. On arrive à jouer sans réel ailier de débordement, même si 4 séries c'en est plus ou moins un, mais c'est pas du tout le même style qu'Mvuka. Donc voilà, je trouve qu'on a vraiment le fait qu'on ait un bloc assez haut, on n'a pas forcément besoin de joueurs qui, dans le dos de la défense, vont faire mal en contre. Donc voilà, dans le profil Ligue 2, dans le profil de notre possession et de notre domination, il a peut-être un peu de mal à trouver sa place. Mais 3 buts. 3 buts, ce qui est plus qu'un Mobamba, ce qui est plus qu'un Pablo Pagis, ce qui est le maximum, il me semble, pour les milieux de terrain. Voilà, c'est intéressant, c'est intriguant. Théo Lebrise, Raph. Je vais me permettre, avant de te laisser la parole, Raph, une petite réflexion. Je sais reconnaître un joueur en manque de confiance quand j'en vois un, et Théo Lebrise, il est mais à côté de ses pompes complet. Ah ouais. Tu regardes son match d'hier, du coup de ce week-end. Tu sens qu'il est pas en confiance, quoi. Là, il fait une frappe pied gauche à l'entrée de la surface, c'est n'importe quoi, ça part en corner en 6 mètres. Ça se voit qu'il est dégoûté avec lui-même sur cette frappe. Ça pue pas la confiance, quoi. Alors qu'il a un gros coup à jouer pour être dans le 11, quoi. Bah oui, non, totalement, finalement, il a très peu de minutes, hein. Ouais. Il joue quand même 9 matchs, mais les minutes, ça doit être 10 minutes grand max par match, 15 minutes. Donc il a cette option de prendre le... En fait, on est trop... Pagis a fait son trou. Ponceau a squatté le côté gauche. Un peu frais. Ouais, voilà, ce truc, c'est qu'il y a Ponceau à sa place, quoi. En fait, t'as Ponceau ou Pagis, donc c'est mort, là, aujourd'hui. Les deux sont capables de tricoter, les deux font ce qu'ils... Enfin, ouais, non, c'est compliqué, c'est très difficile. Mais à la limite, est-ce que tu le verrais pas plus... sur l'autre côté, ou en tout cas il a toujours des minutes parce qu'il dépanne partout, donc ça c'est toujours sa force, mais c'est compliqué. Mais en fait un peu comme Vuka, en fait c'est des ailiers, et là en gros on joue avec des milieux,
Katseri, c'est un milieu droit. En fait, il part de loin, des grandes enjambées, des gros centres. C'est pas un joueur qui va attaquer la surface, à crocheter, etc. C'est des grandes enjambées. Moi, il me fait, toute proportion gardée, vous allez encore faire. Ouah, mais moi, il me fait penser dans les débordements, tu vois, à le gars qui déborde comme un fou à la Ulrich Le Pen, tu vois. Non, mais parce que tu vois, il y a ce côté, il est lancé et du coup, il va à fond et il enchaîne avec des centres, etc. Je trouve, il y a ce côté, un débauche d'énergie qui est propre au milieu et pas à l'ailier. Vuka, il reçoit souvent le ballon arrêté. Tu vois, Oui. Katseris, il la demande tout le temps de plus loin, dans la profondeur. Enfin bref, c'est pas le même jeu. Mais je suis quand même pas d'accord avec toi sur Le Vries parce que pour moi, justement, il devrait. Alors, moi, il y a plus le fait qu'il rentre dans des contextes de match où il a très peu de temps pour retrouver sa confiance. Ouais. Mais sur le profil, pour moi, il a le bon profil pour jouer dans cette équipe-là parce que pour moi, ça pourrait être même plus, ça se trouve, un milieu de terrain. L'année de son éclosion, il a joué des matchs en 10. Ouais, mais il n'y a pas ce rôle. Techniquement, il a le bagage pour jouer en milieu de terrain, en hybride, etc., en poste plus hybride, etc. C'est juste que pour moi, je pense qu'il est à zéro en confiance. Depuis ses blessures à répétition, qu'il ait fait perdre un peu finalement son coup d'éclat, son coup de rein qui avait fait tant mal sur ses premiers mois. Ensuite, il a été un peu baladé à différents postes et finalement, il était plus catégorisé comme un arrière gauche parce qu'on avait un déficit à ce poste-là. Et je pense que ça lui a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, il a du mal à s'affirmer à un poste où finalement, il y a déjà, comme vous l'avez dit, de nombreux joueurs à son poste. Et je pense qu'il a besoin peut-être d'un match ou d'une période où on va avoir quelques blessés, de commencer titulaire dans un contexte favorable pour lui. Et là, on va peut-être revoir le vrai Le Vries. Mais pour moi, techniquement, il a pas besoin forcément d'espace pour être performant. Faut faire attention à un point, à mon sens, c'est que dans le 4-1-4-1, les deux du milieu, donc là, Ponceau et Avant-Mébong, c'est pas du tout les mêmes profils que le 3-4-2-1 de Régis Le Vries. Donc, du coup, pour moi, il a pas du tout l'abattage aujourd'hui d'un Ponceau ou d'un Avant-Mébong. Et du coup, d'ailleurs, Pagis a été testé sur ce rôle-là et il a fini à gauche, il a préféré mettre Ponceau dans l'axe. Donc, en fait, pour moi, s'il est sur l'aile, t'es obligé de le faire jouer sur l'aile, Le Vries. C'est pas compatible. Pierrot, Gian Vittorino Makengo. Mais je suis d'accord avec toi, Lucas. Excuse-moi, je suis d'accord, Lucas, sur le fait qu'il avait toute sa place. Le Vries, il a joué 2 minutes. Non, mais c'est pour. Je suis en désaccord rare avec Lucas, c'est pour ça. Donc, Gian Vittorino Makengo. Que dire. C'est quoi? Il a joué quoi? 3-4 matchs? Il a joué 5 matchs, dont 3 titulaires. Quand même rétorqué... Ah, mais il y a de la coupe dans mes stats. Vous m'avez quand même rétorqué sur Jean-Victor Makengo il y a une quinzaine de jours qu'on pouvait pas le mettre en flop. C'est pas un flop? C'est pas un flop. C'est quoi? C'est disaster class? Bah non, c'était un flop l'an dernier, c'est pas un flop cette année. Tu peux pas considérer un mec qui joue quasi pas comme un flop. Pierrot, tu disais que c'était important pour sa carrière qu'il saisisse les opportunités. Est-ce que tu penses qu'il a saisi les opportunités? Non. Voilà, next. Donc Stéphane Diarra n'a pas joué en championnat, Bandiro Fadiga non plus. Après, il y a quelques jeunes qui ont fait des apparitions en coupe. Thomas Coléo, c'est le seul d'ailleurs. Donc voilà pour les milieux de terrain. On passe aux attaquants. Pierrot, tiens, vu que t'es resté sur ta fin avec Gian Vittorino, on va parler de Tauzin. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Tauzin, 16 matchs, 3 buts, 10 titularisations. 16 matchs, toutes compétitions confondues, pardon. J'en attendais rien du tout, moi, en début de saison. Franchement, c'était vraiment... 9 matchs en championnat, pardon. Sur tous les attaquants, c'était vraiment le seul où je me disais il n'aura pas de temps de jeu, ou c'est vraiment, intrinsèquement, c'est le moins bon des 4. Il fait un début de saison catastrophique, où il met pas un pied devant l'autre, devant le but. Bon, c'est toujours plus ou moins le cas... sur cette fin de première partie de saison, mais hormis devant le but, franchement, tous les aspects du jeu qui montent depuis que Bamba et Kroupi sont pas là, franchement, moi je le trouve hyper intéressant. C'est quand même pas mal de passes D. Enfin, tu vois, il a
sur les 6 ou 7 derniers matchs, il est quasiment décisif à chaque match. Je trouve que la critique est assez dure avec lui. Je pense que la critique serait pas la même si c'était Kroupi qui faisait les mêmes matchs ou un Bamba, tu vois, par exemple. Ouais, mais Kroupi, il met les buts, quoi. Ouais, mais Pour prendre le contre-pied un peu. Tozin te crée des occasions, chose que par moment on n'y arrivait pas. Moi, je trouve que le jugement globalement de Tozin est quand même assez dur avec lui. Je te rejoins là-dessus. Moi, je trouve que sur cette fin de première partie de saison, il y a du très mieux et j'espère que ça continuera comme ça jusqu'à la fin de saison. Faut qu'il joue de haut but, surtout, à travailler. Exactement. Lucas Sambou Soumano qui nous a planté cette saison en championnat, 7 buts, mine de rien. Il y a beaucoup de tapines, hein, c'est du penalty. Vous avez vu que c'est un peu ils sont un peu disputés. Je sais pas s'ils se disputaient vraiment, c'était très vite vu à l'écran avec Junior pour prendre le péno. Il y a 2 penalties, je crois. Il y a 3 penalties sur l'essai. Ouais. Et Abergel est venu faire un petit peu la police là pour tirer le penalty. Lucas, donc 15 matchs, 6 titularisations, 7 buts. Bah franchement, il est un peu on peut pas dire qu'il a pas été important cette saison parce que voilà, 7 buts aujourd'hui on peut pas enlever 7 buts. Totalement, il a débloqué des matchs et même si on cite les penalties en soi, c'est des penalties, c'est un geste technique, il faut le mettre. Donc là-dessus rien à redire. Moi ce que je redirais, ce que j'ai déjà dit, c'est que dans le jeu, pour moi, il est inférieur aux autres attaquants. Et aujourd'hui, il a une concurrence qui est vraiment rude. Et finalement, un attaquant qui sait jouer et qui sait combiner avec le collectif, c'est vraiment primordial, hyper important, surtout dans notre situation. Je pense que, alors je dis pas qu'il a forcément le niveau Ligue 1, mais dans une posture où on serait en Ligue 1, où peut-être t'as moins de ballons et il faut un tueur devant, je pense que Soumano, c'est ce genre de surface, c'est peut-être le meilleur avec Bamba en termes de finition, de justesse devant le but. Mais dans un contexte où on a énormément le ballon et que plutôt il faut jouer en déviation, en décalage, etc., je pense que il est un peu moins performant. C'est un peu l'explication du fait qu'il joue un peu moins que les autres et qu'il ait du mal à trouver une place de titulaire. Donc voilà, du positif, mais c'est assez compliqué pour lui et je pense que ça peut faire un peu jaser sur toute une saison s'il continue à jouer 10 minutes, un quart d'heure par là. Et puis on en a déjà parlé, mais je trouve que l'attitude, elle est pas ouf, quoi. Raph Pablito Pagis, qui a vaincu le curse du Pagistralomètre. Non, mais ça fait. Franchement, moi j'adore ce type de joueur. Je trouve j'aime bien le style, j'aime bien la manière de jouer. Toujours compliqué de trouver une position dans ce genre de système. Moi je trouve que c'est un peu les 10 à l'ancienne aussi, tu vois. Donc non, hyper content pour lui parce que tu vois qu'il prend de la teneur, ça commence à devenir hyper intéressant. Ça marque en coupe, en championnat. T'as vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus libéré aujourd'hui. Donc moi je trouve que c'est une vraie pièce maîtresse aujourd'hui. Son match du week-end là contre Paris, non, vraiment la première mi-temps, il y a rien à dire. Hein. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai pas trop compris la sortie à la 60e. Je pense que lui non plus d'ailleurs. Non, c'est clair. Bah tiens Lucas, vu que tu es spécialiste jeunesse, Junior Kroupi. On totalement. rappelle les petites stats. 12 matchs, 7 titularisations, 7 buts. Mais surtout, je me permets, Lucas, c'est Kroupi, le meilleur finisseur. Loin de là. Oui. Une passe D. C'est vrai que j'ai oublié Kroupi, pourtant il y a une super saison pour lui. On l'attendait. Tu veux les stats? Vas-y. Donc tu as 7 buts, 31 tirs, 16 cadrés, il est à 51% de tirs cadrés, donc c'est 23% de buts par tir et c'est 44% de buts par tir cadré. Donc Soumano est juste derrière et Bamba est un peu plus loin en volume. Donc mais c'est Bamba en fait il est clinique, c'est vrai que. Alors, on parlera de Bamba après, on va rester juste sur. Mais c'est affolant. En vrai les stats qu'il a. Ah oui. C'est une dinguerie et quand tu vois le nombre d'expected goals aussi rattaché à ça,
Franchement, c'est incroyable. Le rendement est fou. Le rendement est fou. C'est ça, et puis c'est un joueur hyper agréable à voir jouer. Enfin, pour moi, ça fera partie des joueurs où on se dit, c'est le genre de joueur que j'ai envie de voir quand je vais voir un match, parce que dans la générosité, techniquement, c'est super juste à son âge, et je pense que ça va finir très haut parce que il a des gestes, en fait, il sort des gestes de grande classe avec une grande légèreté, une grande facilité, une grande décontraction. Et ça, pour moi, c'est vraiment le signe des très grands, enfin, des futurs, j'espère, grands joueurs. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'ils ont vraiment maîtrisées. Et il joue un rôle aussi hyper important dans la saison. Il n'a pas pu jouer toute la saison aussi. Et en fait, là, on cite tous les attaquants, mais c'est quand même hyper intéressant parce qu'il y a peut-être Bamba qui est un peu moins dedans, mais sinon en fait tout le monde se tire un peu la bourre, tout le monde élève son niveau pour être titulaire, et je pense que c'est hyper positif pour l'ensemble des attaquants, bien que certains jouent moins. Et on va finir ce tour de table avec Mobamba, Raph, si tu veux bien. Ouais, mais c'est ce que disait Pierrot tout à l'heure, c'est que à l'image du match contre Paris FC. Ouais, donc tu veux pas en fait. Non, et non, mais prenons tous les joueurs en fait, à part Makengo, parce qu'on l'a souligné tout à l'heure, il y en a pas un qui fait, et Adjei, pardon, il n'y en a pas un qui fait vraiment une demi-saison ratée, quoi. Enfin, tout le monde est au niveau. Attends, on est premier, enfin je veux dire, on est premier, ça veut dire quelque chose aussi. Oui, tu vois, mais tu sais, tu pourrais avoir 4-5 cadres qui tuent le truc et allez, 3-4 brebis galeuses à côté. Je là, suis vraiment... pas sûr qu'avec 4-5 cadres qui tuent le truc, t'es premier, je pense pas. Non, mais regarde, du coup, c'est positif, ça te contredit pas. 7 buts pour Kroupi, 7 buts pour Soumano, 3 buts pour Vuka, 2 buts pour Bamba. Tozin qui fait des passes D, etc. Enfin, tout le monde a son rendement, quoi. Parle-moi de Bamba maintenant. Bamba, c'est le fameux but qui nous libère à Caen, là. Je faisais référence à ça tout à l'heure. J'y reviens. Non, mais enfin, Bamba, il a quoi? Il a eu très peu d'occasions au final. Mais c'est souvent au fond, quoi. Donc, pour moi, on parlait de Kroupi et sa réussite devant, mais je rejoins en revanche encore une fois Lucas sur le fait que pour moi Bamba c'est vraiment le 9 pur. Il a vraiment cette caractéristique-là, alors que Kroupi et Soumano, tu peux les faire jouer dans des registres un tout petit peu différents. Bamba, c'est un 9, c'est le seul 9 de l'effectif. Une demi-occasion, but. Donc là, blessure, donc c'est dommage, parce que ça fait quand même c'est quand même quelqu'un qui prend la profondeur, qui est capable aussi d'être assez costaud dos au but, etc. Il est assez polyvalent. Mais on n'a pas parlé du jeu aérien de Soumano, que je trouve de plus en plus intéressant quand même. C'est une force là-dessus. Mais si je reviens sur Bamba, c'est sur certains matchs où tu joues face à des défenses un peu costauds, etc. Je trouve que du coup c'est une meilleure option qu'un Kroupi, par exemple. Donc oui. Donc c'est franchement. Là, si on prend Tozin, Soumano, Kroupi, Bamba, ou même pas t'as 4 profils différents. T'as 4 profils différents, donc tu peux adapter à l'adversaire. Voilà qui finit le tour de table de nos joueurs. D'accord, le tour d'horizon. Puis vous n'avez pas entendu Pierrot, puisque je suis parti se plonger dans les stats de nos joueurs prêtés. Est-ce que je sais que je te prends un peu à l'improviste. Est-ce que tu as eu le temps d'avoir quelques petites infos sur nos joueurs prêtés? Ouais, il y en a que j'ai suivi un peu, d'autres que j'avais oublié qu'ils étaient prêtés, tu vois, figure-toi. Ah oui, c'est bien ça. Vas-y, je t'écoute. Je vais commencer avec Kathleen qui est partie à l'étranger à Utrecht, aux Pays-Bas. Moi, j'ai un peu suivi de loin ces matchs. Je crois que pour faire simple, sur une demi-saison, il a fait aussi bien statistiquement que toute la saison dernière. Donc très réussi. Dans le même championnat, donc on peut dire très réussi. On continue avec les joueurs à l'étranger, et j'avais complètement oublié Dembo Silla. Oula, oui. Pas toi. Qui est parti semi-chouchou. Ouais, mais il a le coach visiblement comptait pas sur lui dès le début, donc on va pas étayer le débat, mais pour l'instant c'est un prêt en Belgique à Dender, c'est que 6 matchs joués.
Sur les 6 matchs, il y a 4 défaites de nul. C'est quand même, le prêt a l'air compliqué de loin. Et après, après il y en a un que j'ai suivi, bien évidemment, à l'étranger. Il brille par ses prestations. C'est un CSC, 2 cartons rouges en 10 matchs. C'est le grand Isaac Touré. Forcément. Je parle pas italien, mais sur Twitter, ça a pas l'air hyper positif, les commentaires. Ah non, sur Twitter, il se fait démonter à chaque match, mais visiblement, c'est les méchants supporters de la Taverne, les vilains critiqueurs d'Isaac Touré. C'est ça. J'attends le moment où il nous fera fermer notre bouche. On a personne d'autre en prêt, là? On a fait le tour? Non, mais on reste peut parler 2 joueurs. On peut parler d'un joueur. Il y a Bamba Dieng. Oui, qui devait rouler sur la Ligue 2, Raph. Ouais, bah. Ah non, Pierrot, c'est Pierrot. Non, c'est moi qui a roulé sur la Ligue 2, mais il roule pas sur la Ligue 1 non plus. C'est 2 petits buts, un penalty provoqué en 11 matchs. Je regarde pas le score, donc clairement, je vais pas. On souffre assez. Hein, je peux pas dire son niveau de jeu, mais quand t'es à 2 buts en 11 matchs en Ligue 1, c'est un peu poussif. Et après, dernier joueur que lui j'ai suivi, forcément, parce qu'en regardant un peu les multi-Ligue 2 et compagnie, je parle bien évidemment de Cyril Doucouré qui est prêté à Laval. Beaucoup de temps de jeu en début de saison, beaucoup moins dernièrement. Je crois que c'est 14 buts, un seul petit but. 14 buts 14 matchs. 14 matchs, un seul petit but, pardon. 14 buts, je peux te dire, il revient rapido sur la maison. Direct. Ouais, 14 buts, il revient direct sur l'autoroute. Mais ouais, forcément, c'est un joueur qui est forcément barré par la concurrence à Lorient, donc c'est logique qu'il soit prêté ailleurs. Après, Laval, visiblement, ça n'a pas l'air hyper concluant. Après, Laval, ils ont des attaquants bien en place. Je pense à Chokunte qui sur ses 36-37 balais met sa petite dizaine de buts en Ligue 2. Donc forcément, quand t'es coach, tu privilégies ce genre de joueur à un joueur prêté qui est pas forcément régulier. Merci Pierrot pour ce tour d'horizon. Lucas, il n'est plus sous contrat, il est numéro 9, il est autrichien, il a marqué ce week-end. Une petite dédicace à Pierre Park. Lucas, tu dois nous quitter rapidement, je crois. C'est ça, je suis attendu, mais je suis très déçu parce que Brest-Tonnerre fait un épisode spécial Ligue des Champions, donc Lucas va faire une pige là-bas. Je peux pas être partout, je suis consultant. Non, en plus il y a un quiz à la fin, donc je suis un peu déçu, même si je ne suis pas forcément le meilleur dans cet exercice. Ouais, mais là il est tellement nul que je pense que tu pouvais performer. Juste avant de partir, on va faire un petit point sur les trophées. Est-ce que tu as le temps de nous donner ton Tavarne d'or à date d'aujourd'hui? Et puis on enchaînera avec un débat là-dessus, en disant au revoir à Lucas. Allez, je dirais Croupi. Il y a beaucoup de joueurs, c'est assez difficile de faire des choix, mais je dirais Croupi. Raph. Ouais, je suis. Ouais. Pierrot. Ouais. Moi ça se tape entre Yongwa et Abergel, mais dans mon livre, avantage Yongwa. Eh ben, ma hot take sur Arthur Avomebong, c'est que pour moi, il est vraiment pas loin d'être le meilleur joueur sur la première partie de saison. Ouais. C'est une hot take. Mais franchement, je vois pas d'argument. Je vois pas d'argument contre, quoi. Ce qu'il fait. Ouais, je vois au moins 2 ou 3 joueurs devant quand même. Ouais. Top 5 sans hésiter. 5 sans hésiter, oui, non. Oui. Non, j'ai dit top 5. Top 5. Oui, top 3. Enfin, tu mets qui devant? Je mets Abergel, Yongwa et Croupi devant, large. Large? J'ai l'assentiment du président, ça me va. Moi, j'ai dans mon top 3, j'ai Yongwa, Abergel et troisième, j'ai Igor Silva. Ouais. Ok. Bon, c'était. C'est fou de se dire ça quand même. Et après dans mon 4-5, j'ai Croupi et Avom. Franchement,
Mais mon classement change tous les 15 jours. Tu sais, c'est comme en NBA, j'ai le ranking MVP qui sort C'est ça, on fait le 15 point. jours. Donc tous les 15 jours, je vais Donc à jour ça, ma petite liste. Ça, c'est le ranking MVP. Tiens, on devrait le faire, ça. On devrait le publier toutes les semaines, The Race. Ensuite, la meilleure progression. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Pierrot? Avon, non? Il peut pas être considéré Non, comme il va plus se progression, mettre en il a révélation. Ouais, oui. Dans ce cas-là, Silva, je pense qu'il y a Ouais, pas voilà. de... Moi, j'aurais mis en comeback, mais bon. Ouais, mais on n'a pas le trophée comeback. Meilleure progression, ça peut être Silva. Même si Yongwa rentre dans la course. Hein. Ah, mais Yongwa, c'est monstrueux. Il est obligé de prendre un trophée à un moment donné, ce type. Pour moi, il peut être MIP. Meilleure progression. Je suis d'accord. La révélation de la saison. Bon, là, du coup, Avomebong, il n'y a même pas match. Je vois même pas. Dans les progressions, on a cité qui? On a cité Yongwa, on a cité Igor. Magis. Il était pas chez nous l'an dernier. Il était en prêt. Oui, mais bon. Du coup. À ce moment-là, tu dis Soumano. Bienvenue sur Radio Taverne, alors. Tu remets dessus. En progression, ouais. Sur la révélation, donc Arthur Avom, je vois pas d'autres révélations là qui rentreraient dans le. Non. Dans le débat et dans le flop de la saison. Pour l'instant, Pierrot. Avec un grand A. Ouais. Pourquoi flop? Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais Makengo. Mais Makengo, c'est pas un flop. C'était un flop l'an dernier. On avait dit, il est arrivé il y a 2 ans maintenant, la première demi-saison, il fallait s'adapter, etc. Jurisprudence, Yohan Wissa, blablabla. On attendait beaucoup de lui l'an dernier, ça n'a pas été le cas. Flop, cette saison, on n'attendait rien. Donc on peut pas flopper quand on n'attend rien. Par contre, mais bon, en même temps, tu dis le gars. Option d'achat levée, t'attends de lui qu'il soit ton taulier en défense centrale et il est relégué derrière Julien Laporte. Mais pourquoi plus lui que Makengo alors qu'il doit rouler sur la Ligue 2? Juste ce que je viens d'expliquer. Donc ce que tu fais tout l'épisode, tu fais 30 secondes en arrière. Oui. Ouais, mais je suis pas d'accord avec toi. Mais Makengo, t'attendais rien de Makengo? Mais pourquoi? On n'attendait rien de Makengo, arrête. Vous avez craqué, les gars. T'as compris Makengo? Le gars, il coûte 10 millions, il prend un salaire de ouf et tu dis non, on n'attend rien. Non, mais t'inquiète, j'ai envie que ça. Alors, juste au moment où on parle, Baptiste Cognier fait un sondage sur qui est le meilleur lieu de première partie de saison. On s'en fout de combien il a coûté, combien il coûte. Mais t'attends rien d'un joueur qui est sous contrat et qui du coup est censé performer. J'attendais rien d'un joueur qui était complètement naze l'année dernière. Et qui a commencé la saison au placard, blessé et compagnie. Franchement, moi j'attendais vraiment rien de Makengo. Oui, ça peut pas être un flop. Un flop, c'est que t'es déçu par ses prestations. T'attendais quelque chose de mieux. Je suis hyper déçu de pas avoir un Makengo qui est compétitif. C'est tout. Ouais, mais ça peut pas être un flop, quoi. Et le mec passe déjà au travers de sa première saison avec nous. C'est pour ça. Le mec... Oui, mais Ligue 2, tu te dis, allez, pourquoi Adjei plus que lui? Tu vois? Parce que Adjei, tu l'as recruté pour être titulaire en Ligue 2. C'est ça. Il a déjà Makengo, il partait pas pour être titulaire cette saison. Hein. Adjei, il partait pour être titulaire. T'as dit le contraire tout à l'heure. T'as dit Avomebong, il lui a piqué sa place. À qui? À Adjei? Et non, à Makengo. Makengo doit jouer tous les jours à la place d'Avomebong. Il était même pas là en début de saison. Il était même pas là. Il était au placard. Et oui, il était même pas dans le groupe. Tu sais même pas s'il fait les matchs amicaux. Tu peux même pas me dire qu'en début de saison, tu comptais sur un mec qui voulait se barrer et qui était même pas dans le groupe avec Pantaloni. Salsa dans la taverne ici, ça fait du plaisir. Pantaloni, il le fait revenir genre fin août, début septembre dans le groupe. Créons un trophée pour défoncer ce type de joueur, parce que là, franchement... Je trouve que tu as trop de hate envers Jean-Victor Makengo. Mais pas du tout. Ça fait 1 an et demi que t'es sur ses côtes et que tu le traites de flop, alors que cette année, c'est tout sauf un flop. C'est un joueur lambda qui n'a quasi pas joué. D'accord. Donc tout va bien. On est content d'avoir Jean-Victor Makengo dans l'effectif. Et c'est pas ça le sujet. C'est pas ça qu'on dit. Le sujet, c'est est-ce qu'il a flop? Flop, c'est quoi? Pour moi, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur la définition de flop. Flop, c'est t'attends des choses d'un joueur et moi j'attendais. Ça flop. De Makengo, après la saison de l'an dernier, en sachant qu'il voulait se barrer et que le club voulait s'en séparer, il n'a même pas joué les matchs de pré-saison. Comme Vogo et Talbi. Et puis même, c'est sévère. Il a joué 3 matchs de championnat. C'est hyper dur de dire la mec a joué 3 matchs, tu flops. Et Adjei?
Il a joué un peu plus que 3 matchs quand même. Non. Ah si. On va sortir les stats. En minutes, il a rien joué. Si vous pouviez voir, on va faire des podcasts vidéo pour voir le regard de dédain de Raph qui est en train d'essayer de se rattraper. Ouais, mais en per game et en per 36, c'est ce que vous voulez là. Alors, Nathaniel Adjei, il a joué 9 matchs dont 7 titulaires. Et voilà, c'est 3 fois plus que Makengo. Pour moi, Adjei est au-dessus, mais on a le droit de pas être d'accord, c'est pas grave. Tavandor, MIP, révélation, flop, on a fait le tour? Pour moi, oui. Dites-nous dans les commentaires qui est votre flop. Dites-nous que Raph a tort, ça fait toujours plaisir. C'est aussi la fin d'année civile. Je vais vous demander, les gars, votre meilleur souvenir de l'année, votre pire souvenir de l'année. Pire, la descente. Le match de la descente? Ou la descente? Non, la descente en globalité. Le chemin de croix qu'a été 2024. Genre, en fait, le pire souvenir, c'est la fausse joie, la 90e du connard qui a dit qu'il y avait, qu'il y avait un but à l'autre côté. Ça, c'est le pire moment de la saison pour moi. Ouais. Et après, le meilleur, je sais pas, compliqué comme ça. J'avais bien aimé le mois de février où on avait enchaîné Metz, Strasbourg chez eux, on a gagné un match à domicile, je sais plus contre qui. J'avais bien aimé ce moment-là de l'année. Et après, globalement, j'ai pas vraiment un match particulier. Après, je vais te dire, la demi-saison de Ligue 2, moi je me régale. Enfin, moi j'aime bien, c'est la Ligue 2, on gagne des matchs, on est moins dépressif le lundi matin. Et pourtant, t'as gueulé quand même cette demi-saison, t'as gueulé quand même. Ouais, mais bah oui, parce qu'il y a quand même des matchs, qui étaient bien nuls à chier, genre Bastia, Rodez, Pau. Mais tout ne peut pas être parfait. Il était pas nul à chier en vrai, Rodez. Non, Rodez ça allait. Tu t'es chié dessus quoi. 2-0, t'es mené 2-1, t'arrives à remettre la multiplier en passant à 3-1 et bon après. Pour moi, Pau est beaucoup plus scandaleux. Pau est scandaleux. Moi, ils sont tous scandaleux à mes yeux. Raph, meilleur et pire souvenir 2024. En vrai, Pau c'était de la D. Et meilleur souvenir, j'ai envie de te dire samedi parce que il y avait à peu près tout, il y avait de l'engouement, plus les Merlus de Paris, c'était assez cool à vivre. Ben moi dans les meilleurs souvenirs je vais quand même rajouter le théâtre. Oui, c'est vrai. Oui, je pense que vous étiez focus sur le terrain, mais ce qu'on a fait au Théâtre de Lorient, alors, a priori, on ne retournera pas tout de suite au Théâtre de Lorient, vu le tarot qu'il propose. Bon, on laisse Raphaël négocier. Mais, ouais, franchement, meilleur souvenir de 2024, mais alors, large, quoi. Surtout vu la saison de merde qu'on est tapé, d'avoir réussi à monter ça, c'était cool, quoi. Et pire souvenir, ouais, c'est le faux espoir du but au parc. Enfin, du PSG, je sais pas si c'était au parc ou ailleurs. Du PSG, là, c'était violent. On a des questions d'auditeurs, Pierrot? Ouais, on a 2 petites questions. Mais pour meubler, je vais vous demander, est-ce que vous avez vu la rumeur du nouvel équipementier Oui. Joma. Ouais, alors j'ai sollicité des confirmations, mais aucune confirmation n'est venue. J'ai eu un vu et sans tape ou vu et ne peut pas répondre. Donc voilà. Après le site Football Lines, c'est quasi du 100% en info. Ça se trompe très très rarement quand même. De toute façon, tu sors pas ça si t'as pas, un petit indice quand même. Après, je pense aussi que ça va être une question de thunes. Hein. Oui. D'ailleurs, on n'a pas parlé des risques sur la deuxième partie de saison. Tiens, peut-être avant d'attaquer les questions des auditeurs, Raph, tu voulais parler des risques en deuxième partie de saison. Ben moi, je vais en donner un. Financièrement, le club a besoin de sous, donc les risques, ça peut être des départs de joueurs majeurs. Il faut vendre. Tu regardes le débat qu'on adore avoir ici. Qui aujourd'hui a une valeur sur le marché? 3-4 joueurs. Ouais. Junior. Largement devant. Tu rajoutes qui derrière? Valo à 8 ou 10 plus, voire même 15. Mais plus. Je pense pas qu'il parte à plus de 15. Jamais de la vie. Pas en Ligue 2. Je suis d'accord avec Raph. Conjoncture actuelle, ça part pas à plus de 15. Ça part pas à plus de 15.
Ok. Ça lâche à 12 même. Mais attention, Loïc Ferry. Hein. Oui, mais ça lâche à 12. Oui, mais on n'est plus dans une période où il y a des thunes avec les droits télé, les machins, les trucs. En France. Oui, mais les autres clubs à l'étranger, ils le savent. Hein, oui, d'accord, mais. On est en position. Là, actuellement, on est en position de faiblesse. Je suis d'accord. Ouais. Oui, parce que. Lorient, Talbi a encore une valeur. Tu sais, Croupi, les gros clubs, ils vont dire, très bien, on va le laisser finir la saison à Lorient. Il va arriver juillet, tu auras perdu 6 mois, il lui restera plus qu'1 an de contrat. T'as encore ta marge de manœuvre pour négocier encore diminuer. Ouais. Après, on a un mec qui s'est négocié aussi, donc. En fait, tout dépend du coup de la renégo salariale si tu as une optique de montée où tu peux peut-être essayer. On n'a pas de thunes. Non, oui, mais dans l'optique de remonter, tu peux prendre le risque. Je cite, on n'a pas un rond. Après, le meilleur deal, c'est quoi? C'est tu le vends cet hiver aux alentours de 15 millions avec un pourcentage. Et si tu peux gratter, pour moi c'est la condition première. Si tu grattes un prêt de 6 mois de Croupi derrière jusqu'à la fin de saison, tout le monde est gagnant et ce sera très bien comme ça. Je suis d'accord avec toi. D'autres risques, Raph, d'autres départs potentiels? Vogo, il attendra la fin de son contrat. Ouais. Je sais, il a plus que 6 mois, donc est-ce qu'il n'a pas vraiment de valeur contractuelle? Donc il pourrait toujours partir, mais tu récupères rien de. C'est vrai qu'il y a un club qui soit intéressant pour lui et qui ait besoin d'un gardien en ce moment. Alors, mais même je pas une liste en tête, 1 ou 2 millions, mais grand max. Jamais de la vie, un club va mettre autant pour 6 mois de contrat. Il faudrait voir quel club, parce que lui, il veut passer les paliers et tout. Bon, il veut être titulaire en sélection. Qui se cache pas de vouloir aussi. Qui est en fin de contrat aussi, mais c'est pareil, il est en fin de contrat. Pareil. Moi, franchement, je suis un club. C'est sûr, il attend la fin de contrat. Bien sûr. Et au final, toutes les valeurs comme ça, elles sont en fin de contrat, à part Talbi. Ouais. T'avais Mobamba. Et Vom, ils sont en discussion pour prolonger. Oui, Mobamba, il n'est pas opérationnel. T'es pas à l'abri d'une offre. T'es pas à l'abri qu'ils reviennent début janvier ou mi-janvier. Tu peux avoir une offre sur Soumano. Alors franchement, il y a une offre pour Soumano, mais vas-y. Moi je vends, mais sans problème. Ouais, mais tu vas vendre à quoi? Tu vas vendre à 5, 6, 4? Oui, mais 5, 6, 4, je pense que le FCL prend. Hein. Après, tu as un vrai sujet, c'est la masse salariale. Mais bien sûr, on est descendu avec des salaires de Ligue 1, même s'ils ont été réajustés en Ligue 2, bon, ça reste quand même des salaires importants. Les revenus, ils n'ont pas augmenté. Puis je sais pas les prêts, combien porte le club typiquement du salaire d'Isaac Touré, de Dieng, etc. Et puis Isaac Touré, tu vas pas faire lever l'option d'achat par Udinese. Hein. Il n'y avait pas d'option. Oui, ça va pas leur donner envie de venir négocier avec nous. Quoi. Il y a que Kathleen et je crois Dieng qui avaient l'option. Je pense que le mercato va être très calme. Ou pas. À Lorient. Tu peux avoir 2 départs, hein. 2-3 départs. Qui dans les arrivées. Du coup, dans la liste qu'on vient de faire, qui est-ce qui partirait? Junior un des attaquants. Donc Junior ou Soumano? Ouais. Parce que Mobamba est blessé. Les deux, les hors blessure, ou alors les deux, t'es un club. Mais... Tu crois à fond en Mobamba. Tu le signes en janvier pour le stage jusqu'à la fin de saison et qu'il soit dans le groupe dès la reprise. Ce qui peut se passer, c'est que le mec qui était dessus avant la descente retente avec une décote parce qu'il coûte moins cher, parce qu'il est en Ligue 2 et en plus il est blessé. Donc tu l'as pour moitié prix. Et pareil, moi si on me dit Mobamba il part, vas-y go. T'as un départ Mobamba, mais après t'as un départ Mobamba plus un autre. Là, c'est chaud. Moins d'accord. Ouais, là c'est chaud. Mais il faut garder 3 attaquants. T'as besoin de thunes. Parce que le but du jeu, c'est de monter quand même. Qui a le plus gros salaire? C'est Mobamba. Ouh, tu penses? Je suis pas sûr, ça. Je pense qu'un Talbi... Ça doit pas jouer à grand-chose. Tu parles que des attaquants. Tu parles que des attaquants? Que des attaquants. Bon, Bamba, je suis pas sûr qu'il ait un salaire si élevé que ça, en vrai. Hein, ouais, il vient de nulle part un peu. Mais après, ils viennent tous de nulle part. Mais il a été acheté assez cher. Hein. Ouais, mais il vient de nulle part. Il part... je pense que le club était... Je pense que le club était pas con. Il arrive en janvier, tu proposes un contrat, tu dis on risque de descendre. Le salaire, il va être de temps. Je pense que le contrat de Bamba, il est pas si... le plus gros salaire, je pense. Ah oui, c'est sûr. J'avais oublié. Ouais, mais je pense que Angers est compensé par le SCO. Mais ouais, mais bon, c'est pas
comme si le score roulait sous l'or non plus, donc je pense pas que ce soit du 50. Je sais pas, j'en sais rien. On parle là sans savoir. Donc, des risques de départ cet hiver. Moi, je vois un autre risque. Makengo, j'aimerais bien qu'on dise au revoir à Makengo. Bah lui, oui, gros salaire. Ah non, il faut. Lui, typiquement, encore une ouais. fois, je le redis, c'est la priorité du mercato, coûte que coûte. Il faut que ce salaire sorte du bouc. Mais il sortira pas. Ça sert à rien de vouloir espérer quelque chose. Il va pas aller au bout de son contrat. C'est pas possible. Il va nous faire une Adrian. Non. Non, Adrien, il faisait l'effort de partir. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, alors Adrian, il a été snobé par 3 coachs. Bon, mais à part ça, il fait l'effort. Donc oui, dans Makengo, je suis d'accord. Dans les autres risques de deuxième partie de saison, c'est pour moi, à l'extérieur, il va falloir commencer à se sortir les doigts, quoi. C'est cool d'être invincible à domicile. Je sais pas si on est capable de faire une saison invaincue à domicile, mais le mois de janvier, pour moi, est entre guillemets crucial parce que tu vas à Laval, qui est 6e, tu vas à Dunkerque, qui est 4e, je sais plus. Enfin bref, ils sont dans le top 5. Tu as 2 déplacements compliqués, tu reçois Metz entre temps, tu auras sûrement un match de coupe si tu passes le 32e. Oui, parce qu'on n'a pas parlé, mais on joue en coupe ce week-end. Oui, non, le week-end prochain. Ce week-end ou le week-end prochain? Non, ce samedi. Oui, voilà. Bon, contre tour. Attention, c'est pas une équipe de région facile, hein, ça reste une équipe qui revient de national, il me semble. Elles ont gagné 2-1 la semaine dernière contre l'US Money d'ailleurs. Donc, seulement. Pas le prendre à la légère quand même. Oui, mais on se voit en janvier normalement en 32e. Normalement, forcément. Voilà pour la preview. T'as un mois de janvier hyper charnière et clairement pour moi si tu vas taper Valenciennes, si tu vas taper Dunkerque là-bas, pour moi déjà t'auras fait un putain d'effort par rapport à la première partie de saison. Ouais, c'est vrai. Autre chose comme danger sur la deuxième partie de saison, Raph? Pardon, excuse-moi. D'autres risques que tu vois dans la deuxième partie de saison? Le fait, en tout cas, c'est ce qu'on disait, on l'a souligné, j'aimerais pas que Pantalone perde ce qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire d'avoir tout un groupe concerné, parce que du coup, on a quand même beaucoup de joueurs. C'est éviter d'avoir 2-3 joueurs qui, frustrés de pas de temps de jeu ou peu de temps de jeu, foutent un peu le bazar. Je pense que là, il n'y a pas de risque pour l'instant. Qui Soumano? Il le met déjà, donc. Non, mais tu vois, Kaloulou, est-ce qu'à un moment donné, il va pas vouloir gratter un petit peu? Adjei. Oui. Formose, hein. Si du coup, à un moment donné, t'as Laporte et Talbi, il faut quand même réussir à. Théo Lebris. À contenter tout Théo Lebris. Tiens, Théo Lebris, est-ce qu'il trouverait pas une porte de sortie cet hiver, lui? En prêt? Ouais, ou en transfert sec? Ouais, en prêt. Stéphane Diarra. Après, il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat, Diarra. Stéphane Diarra, c'est sa dernière année. En vrai, Théo Lebris, il y avait des touches en Angleterre, je crois, cet été, ou alors c'était des rumeurs, je sais pas trop ce que ça valait. Lui, il disait, on l'avait vu, qu'il nous disait. Oui, exact. Ouais, il y a peut-être des. Voilà sur ce qui nous attend en deuxième partie de saison, mais tout ça, on aura l'occasion d'en parler dans le Ferry Time numéro 10 déjà. 9 ou 10, quelque chose comme en fait, ça. on n'a pas fait le 9 parce que du coup, on était au théâtre. Ouais, mais du coup, on passe au 10. Ce serait le 10 du coup, si je dis pas de bêtises. Ouais. On sera un petit Ferry Time 10. Ce sera la date de clôture du Mercato, donc normalement le 31 janvier, c'est ça? 1er février? Ouais, je sais pas. On verra, mais on fera ça en direct sur Twitch. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Twitch, là, ça nous manque. Je suis rouillé, moi. Je suis pas sûr qu'on sera en live. Pierrot, donc les questions des auditeurs. On a bien meublé pendant que tu cherchais les questions, Pierrot. Ouais, après on n'en avait pas beaucoup. On a mis les questions un peu à l'arrache. En démarrant le podcast. C'est la fin d'année, on est tous. On a deux questions qui se rejoignent. La première d'Adrien. Pensez-vous que l'on peut faire une saison sans perdre Moustoir? Eh ben, c'est possible. Alors, j'ai plus de batterie sur le téléphone. J'ai peut-être sacrifié ma batterie pour faire le calendrier phase retour. C'est possible, hein. Ne pas perdre. Hein. Pas perdre. Hein. Ouais, c'est possible. On va recevoir qui? On va recevoir Amiens. Non, on va recevoir Metz déjà. Metz, tu peux. On reçoit Metz. Ensuite, on reçoit Amiens. On va recevoir Laval, Rodez, Bastia, Pau, Caen et Martigues. En vrai, c'est jouable. Hein. Jouable.
Après, à date, là, tu me dis de faire un prono deuxième partie de saison, je te dis qu'on peut taper tout le monde. Donc, qu'est-ce que notre parole vaut Non, en mais ce ne moment, pas perdre au moustoir. Ouais, ça va se jouer. Mais après, mais attention, tu peux aussi avoir la montée assurée à 2 matchs de la fin et le dernier le mettre un peu en. Bon, enfin, le dernier, c'est Martigues, quoi. Oui, c'est vrai. Martigues compliqué là. On va pas faire un point Ligue 2. Donc, ouais, c'est possible. Et l'autre Attention question... aux Curse, hein. Attention aux Curse, on va plus en gagner un. Et l'autre question, c'était de Gros Géo, un prono pour la première non-victoire à domicile. Bah, Metz. Ouais. Première non-victoire, hein. Donc ça peut être un Ouais. nul. Oui. Ouais, Metz, c'est un peu la cote facile. Metz ou Bastia, je pense. Mais non, Bastia, on va le torcher au retour. Aucun doute là-dessus. On n'a pas su les torcher en seconde 10. Non, mais ouais, non, mais t'inquiète. Pas pareil. Pas pareil. Le contexte. Voilà. Tu sais, un Laval, hein. Ouais. Ouais. Ou Clermont, putain, ouais. Ouais, non, ça se jouera avant. Un petit Metz ou Clermont. Mais oui, il va falloir être costaud à l'extérieur. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il va falloir être costaud. Il va commencer à falloir prendre des points à l'extérieur pour pas qu'il y ait une non-victoire à la maison soit un problème. Ouais. On avait autre chose, Pierrot? Désolé, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas posé les questions. Petite dernière question, mais là c'est plutôt pour Raph. Est-ce que les Merlus de Paris mettent plus d'ambiance que la Tribune Nord et pourquoi? Je sais pas, mais c'est. Alors, en tout cas, samedi, c'était pas mal. Je vais me permettre un commentaire. L'avant-dernier match au Moustoir, c'était 3. Les Merlus Ultra en tribune sud, à un moment, on fait silence. Ils avaient des banderoles dont je me rappelle plus la teneur. On n'entendait pas un chat dans le stade. Et quand on se souvient de la conférence de presse qui a été tenue par les dirigeants, je ne parle pas des capots dans la tribune nord, mais par les dirigeants des quelques groupes de supporters qui ont chié sur les Merlus Ultra. Ah, tu veux dire après le match de Caen? Ouais. On en revient toujours au match de Caen. Quand tu vois la conférence de presse, ils ont chié sur les Merlus Ultra, sur le club qui les respecte pas, sur je sais pas qui, sur je sais pas quoi. Les mecs, on entendait, il n'y avait pas un bruit, on entendait les coachs filer des consignes, quoi. Tu vois? Alors, je conçois que ce soit pas facile d'animer cette tribune, hein, qui est très familiale, voire des anciens, etc. Mais soyez modestes, quoi. Et encore, je fais la différence entre ceux qui essayent de l'animer et les dirigeants de ces assos qui ont pas été fair play à ce moment-là, je trouve, après le match de Caen, quoi. Voilà. N'hésitez pas, si vous faites partie de ces groupes-là et vous avez des éléments pour expliquer le contexte, vous venez nous voir, on en parle avec plaisir. Très sincèrement, premier degré, on en parlera avec plaisir. Ouais, c'est clair. Voilà, écoutez, on a fait un petit peu le tour. J'avais oublié de faire des news en début d'épisode, mais de toute façon, j'ai rien trop en tête là qui me viennent. Si les féminines sont qualifiées en 32e de finale ou 16e de la Coupe de France. 16e, donc on va suivre ça avec intérêt. Les U19 ont perdu contre une R2. Ouais, en Gambardella. Au penalty. On a vu ton tweet, hein, Pierrot. Je suis extrêmement déçu pour le coup. Un tweet assassin, c'est vrai? Ah oui, comme d'habitude. Non, j'ai pas de tweet assassin, mais j'ai mis que c'était scandaleux. Tu perds contre une équipe de 2 niveaux. Les 3 points de bien. suspension de Pierrot sur Twitter, c'est un peu comme les crampons que tu laisses traîner sur la chaussette du. Bon, avant de partir, avant de vous laisser réveillonner, préparer les festivités toujours plus dans l'emphase. D'abord, il y a Tours. Je vous propose, mes amis, un petit jeu, un pyramide. Oh. Ah oui. Donc c'est l'ancien qui parle. Voilà. Donc je vous donne des indices en un seul mot. Est-ce que ce jeu vous est devez retrouver le joueur par Bill Foley ou pas? Pas du tout. J'ai pas la ref là. Pyramide. Système pyramidal, oui. Non. N'oubliez pas d'aller consulter notre EP qui est disponible, le volume 2, avec des chansons. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Tombé pour Panos, un ode à Panos 4 Series. Juge le contrat. Juge le contrat, Julien Laporte en fin de contrat, là. Donc, on a fait une petite chanson très années 80 pour que Loïc lui
Sorte le carnet de chèques. Il y a une petite initiation à la capoeira avec Igor Silva. Capoeira, Junior Restici, Lolo Comme Fromager. Lolo Supermax. Et puis là, pour moi, un banger, c'est Free Régis avec une chanson, un ode à Régis Lebrise qui rejoint la théorie comme quoi Régis Lebrise était retenu contre son gré et donc a saboté le club. J'adore cette théorie. Je sais qu'elle est fausse, mais comme je l'adore, j'y crois mordicus. Et quand on voit ce qu'il fait avec Sunderland, j'ai encore plus envie d'y croire. Donc voilà, c'est sur YouTube, La Taverne, EP. Ça arrivera sur SoundCloud si j'ai le temps de le faire d'ici quelques jours. Donc un petit pyramide. Je vous donne des indices et puis vous devez deviner le joueur. Si vous devinez le joueur, vous marquez un point plus le nombre de points d'écart entre le nombre de briques que j'avais prévu et le temps. Par exemple, si je vous le dis en 2 briques, arbre, en 3, pardon, j'avais prévu, c'est un exemple, j'avais prévu en 3. Arbre. J'ai pas. Ça peut être des jeux de mots sur le joueur, les clubs où il est On passé. a compris que ça pouvait être alambiqué avec toi. Ouais, non, mais arbre, huile. Panos, Katseris, l'huile d'olive, la graisse, non, je sais pas. L'huile d'olive. Vêtements. Olivier Pantaloni. Voilà, donc là, vous l'avez trouvé en 3, donc vous marqueriez juste le point d'Olivier Pantaloni. Ok. D'accord ? Mais comme dans Pyramide, vous n'allez pas jouer en même temps, d'accord ? On commence avec Raph. T'es prêt ? Allez. Raph, c'est en 3. Mohamed. A dit, je sais pas, c'est pas très sonore notre affaire là. Tu dis suivant, tu vois. Bamba, ouais, ok. Ok, box. Pierrot, il l'a, c'est bon. Ah, j'ai pas. Et donc, 3e, express. Donc, Mohamed, box et express. Pierrot, tu l'avais ? Non, je pensais l'avoir, mais... Un boxeur qui s'appelle Mohamed, il n'y en a pas 40. Ali, mais après j'ai... Ali Express. Donc, il fallait trouver. Des joueurs qui s'appellent Ali, qui sont passés au FC Lorient, il n'y en a pas 40 non plus. Wow, Ali Bouafia, la vache. Ah ouais, mais non, mais ok. Ah oui, en fait, comme ça. Moi, je pensais que c'était sur... non, mais bon, bref. Ok, d'accord, allez, vas-y. En deux. Short. Non, c'est toujours Raph. Ah, c'est toujours Raph. C'est toujours Raph. Donc, short. Ah, c'est Petro. Pourquoi ? Parce que Pierrot veut son short à chaque fois. Ah d'accord, non. Short et cyclisme. Comment est-ce qu'on appelle un short en cyclisme ? Ah, Cuissard, donc du coup... Voilà, Antoine Cuissard, ça fait un point pour Raph. Vous avez compris la logique ? Il n'y en a pas. En 1, Pasteur. Ah, c'est facile. Ah oui, c'est en 1. Oscar et Wolo. Donc ça te fait encore un point. Et enfin, en 3, Caillou. Ah. Ouais, je sais pas, vas-y. Petit. Un petit caillou. Ouais, j'ai pas. Chaussée. Petit caillou qu'on trouve sur la chaussée. Ah, Gravillon. Et ça fait 3 points pour Raph. Comme Lucas n'est pas là, j'avais prévu des catégories pour lui. Il y aura une super finale entre vous deux pour s'il y a besoin de les partager ou juste pour le plaisir. Pierrot, t'es prêt ? Allez. On y va. Bas. 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 J'ai pas. Ok. Aorte. C'est Igor Silva, non ? Johan Oker. Johan Oker, excellent, magnifique. C'était en 3, donc ça fait 2 points pour Pierrot. En 1, donc c'est un facile. Coupable. Oh non. Je l'ai. Putain, je l'ai pas. Coupable. C'est une autre plaque tournante comme Julien Ponceau. Ah non, pas du tout. C'est pas lui. Ah non, c'est... Bah, c'est... Oh, comme ça, je vais dire Isaac Toué. Ah non, c'était innocent. Ah, donc innocent. Bah ouais, putain. Et pas du tout... Tu penses à qui, Raph ? Rien du tout. Rien du tout, d'accord. Okay. On continue, Pierrot. En 2, raisin.
AG. Non, attends. J'ai pas. Plante. Plante sur laquelle pousse le raisin. Ah, bah oui. Ah oui. Le Valentin. Résigné, Kevin Résigné, un joueur qui est passé pas du tout. Valentin. Ah oui, Valentin, Oh la vie. putain, ouais, la vie. La vie. Oh là là. La dernière en 3, chef. Suivant. Ah oui, j'ai. Tu l'as? Ouais, Ok. j'ai. Italie. Putain, c'est. Non, j'ai pas. Mafia. Ah, attends. Non. Ouais, c'est à l'ambition un peu tiré par les cheveux. Chef Italie Mafia. Comment on appelle un chef italien dans la mafia? Capone. Oh. Ouais, mais j'ai. Lionel. Lionel Capone. Oh. Ah oui. Ah oui, si, elle était pas mal. Bon allez, Ça passait. Raph, tu accèdes à la finale, Merci. qui était prévue par... Oh la vache. Ok, je viens de relire ce que j'ai pensé. On y va. En 3, pêcheur. Mhm. Anglais. Non. Non, j'ai pas. Aniel. Ah ouais? Alors, Aniel, c'est qui? Bah, c'est un nageur, Yannick Agniel, je sais Ok. pas. Un pêcheur anglais. Pêcheur. Un pêcheur anglais? J'ai pas du tout. Bah, comment on dit pêcheur en anglais? Bah, on a fait Fischer. une interview. Putain, Oui, Fischer. On a fait une interview avec Bournemouth. Attends. Ouais. Avec le podcast. Non, avec qui on a fait interview? Ah, Bah, Sunderland. avec, Sunderland. le podcast de Sunderland. Ouais, mais je pense que Bournemouth aussi, on avait dû en faire une. Mais si, vous Non. avez pas fait avec. La BBC, je sais pas quoi, non? Ah Non. non, c'est toi tout seul. C'est toi Ah tout ouais seul. T'avais fait un truc tout seul, ouais. T'as vu quand je me lance des fleurs indirectement pour dire ah ouais, c'était moi tout seul sur la BBC. Autopasse décisive. Ah ouais, c'est vrai. D'accord, pardon. En 1, elle est très facile. Timberland. Mofi. Ok, voilà. Ouais, Alors, c'était ensuite, facile, ça. elle est presque de saison. Galette. Non? C'est en 2 ou en 3? C'est en 2, pardon. Galette. Roi. Oula. Ouais. Attends, ok. Non, j'ai pas. Je cherchais, mais non, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la galette des rois? Ouais, une fève, la frangipane. Bah, Ah, le fèvre. Non. Romain Fèvre. Romain Fèvre, ok, merci. Et enfin Pourquoi le j'ai dit dernier, fèvre alors que j'avais fèvre en tête. le dernier, mon préféré hein, de tous. Si vous n'avez pas aimé les premiers, coupez maintenant l'épisode, ça va être catastrophique. On y va. Eau, EAU, de l'eau qu'on boit. Eau. Ok, ouais. C'est en 3. Eau stagnante. Et senior. Waouh, Croupi. Oh, ouais, oui. Il est horrible. Croupi Junior. Voilà, bah écoutez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un jeu encore plus con. Voilà, c'est tout. Bon, on a bien rigolé, c'était bien. Merci. C'était pas mal, bravo Julien. C'était mieux que celui de la dernière fois. Celui de la dernière fois était banger. Maintenant, autre Non. chose, c'est que vous avez pas. Non. C'était de la merde. C'était génial. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bah écoutez, dernier épisode de l'année 2024. Une année du point de vue du podcast qui a été fort bien remplie. On a bien rigolé. On a fait de la musique, on a fait le théâtre, on en a parlé tout à l'heure. On n'a pas fait d'interview en 2024. Oh. Bah, au théâtre. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'était bien du coup. Attends, Et 2024, on n'a pas fait Gourcuff et Odar? On n'a pas fait d'interview. Ouais, je dis de la merde en fait. On n'a pas fait d'interview validée par le club dans le cadre du podcast. J'étais obligé d'aller chercher en public. Voilà. Bon, j'ai dit n'importe quoi. J'essaie de me rattraper. J'ai dit n'importe quoi. Donc ouais, c'était cool. Merci les gars. Bonne fête. C'est le dernier épisode de l'année. On en refera pas en 2024, je pense. Non, sauf le match de Tours. Sauf dinguerie à Tours. Mais après, ça... Non, c'est ça. Dis pas ça, la flemme. Space. La flemme. Le space incendiaire après avoir perdu. C'est quoi? C'est les 32e de finale qu'on joue là? Ouais, 32e, ouais. Putain, tu sors en 32e parce que tu perds contre Tours.
Et tu dois faire un space à Noël en plus, la flemme. Mais voilà, sauf dinguerie. Ce sera donc le dernier épisode de la Taverne en 2024. Merci à tous. On vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est déjà très bien. Voilà, sortez C'est déjà un couverts. bon début, toujours. Et puis, voilà. Et puis on se retrouve en 2025, ça va bien vite parce qu'on joue très tôt en janvier, j'ai plus la date exactement. 4 face à Laval. Voilà. Samedi, Non, 20h. C'est au Moustoir. Non, c'est là-bas. À Laval, c'est à Laval, d'accord. Ouais. Ok. À Eh ben oui, Francis oui, Lepasser. parce qu'il reste- c'est le dernier match de la phase aller. C'est pour ça que je me suis mélangé. Et Le on FC sera Lorient est champion donc- d'automne après ce match-là, d'ailleurs. Voilà. En hiver. On est déjà champion d'automne vu que c'est la fin de l'automne. On est donc top of the league. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous pour cette super année 2024. Nous, on a vachement kiffé. 2025, on espère vous proposer aussi bien. Ce sera déjà pas mal. Mieux, Ouais, je et sais puis il y pas, a des mais- trucs. Il y a des trucs dans les cartons. Voilà, mais on en reparlera ça en janvier lors du Twitch. Tiens, vous pourrez poser toutes les questions, on y répondra avec grand plaisir. Merci à tous, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci les gars, on remercie Lucas qui était là. On a une pensée pour Kams qui est toujours dans les parages. Et rendez-vous en 2025. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut.